Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Le Bon MJ. On se retrouve pour un nouvel épisode du podcast TTRPG Total RPG pour essayer à nouveau de répondre à des questions. Et cette fois-ci, on est avec Meno, comment ça va? Ça va très bien et toi? Ça va tip top. Ça fait longtemps que j'ai pas enregistré d'épisode et ça fait plaisir. C'est le premier de 2025. Et on se connaît pas très bien, Meno, mais je pense que ça va être sympa. On a failli jouer ensemble sur un petit one-shot de Coco sur Shinobigami. Ah ouais, c'est vrai. On a raté l'occasion, ouais. Et je sais que... Enfin, je t'avais aussi entendu passer chez Jean Dindon. Tout à fait. Et j'avais entendu que tu faisais de la musique. Et c'est pour ça que la première question que je te propose de faire, c'est une question de Gogots. Décidément, Gogots, il passe dans tous les épisodes. Parce qu'il y a des questions simples. Comment gérer la musique et les ambiances sonores en partie? Quand lancer une musique? Et comment préparer de bonnes playlists, etc. etc. Donc en gros, qu'est-ce que vous faites pour la musique, quoi? Est-ce que c'est un sujet qui, toi... t'inspire, que tu utilises pas. Est-ce que tu utilises la musique en partie, j'imagine? Oui, ouais, moi j'utilise beaucoup la musique en partie et surtout je prépare mes sessions, je prépare mes campagnes en musique. Donc généralement je vais avoir soit des... Je me force à écouter beaucoup de choses que je connais pas, différents artistes, différents titres et je vais très vite avoir des images, que ce soit des images de scènes auxquelles j'ai envie de confronter mes joueurs, que ce soit même des personnages, des lieux, et je vais créer ensuite les différents éléments de ma campagne en fonction. Ok. Donc c'est du sur-mesure sur la musique directement. Donc ça, déjà, ça m'intéresse. Du coup, tu dirais que quand tu prépares, tu pars de la musique comme premier élément, ou genre t'as déjà une idée globale, tu cherches des musiques qui collent à ton idée globale, et la musique vient préciser ce que tu veux faire. Je pars de la musique comme premier élément, complètement. Et après, ensuite, tu vois, ça dépend de la situation. Pour des one-shots, ce genre de choses, bah oui, là, tu peux vraiment partir d'un morceau et construire tout ton truc dessus. Pour une campagne, bah, le sujet est déjà posé. Donc ensuite, tu vas juste pouvoir rajouter des éléments, des personnages. Moi, je travaille beaucoup avec le principe des boîtes que tu avais décrit. Je sais plus si c'était le terme boîte que tu avais utilisé. Ou tu sais, quand tu prépares ta campagne, tu as tes différents éléments que tu ranges côte à côte, et je vais avoir ensuite une musique. Donc mettons une musique par faction, une musique pour tel groupe d'ennemis, ce genre de choses, et je vais vraiment construire tout ce qui va se passer autour de cette musique. Et ensuite ça peut se transformer, c'est-à-dire que c'est pas forcément la musique elle-même, être construit autour d'un compositeur. Sur une même campagne, je vais pouvoir aller utiliser différents morceaux du même compositeur. Voilà, ou sur un seul film, tu vois, ou par exemple sur une musique de film, tu vas avoir un thème qui est filé tout du long, mais avec des arrangements différents. Ça, c'est des choses qui peuvent être intéressantes aussi à mettre en place quand tu crées ta session. Ah ouais, tu trouves alors une sorte de leitmotiv qui serait le truc de la campagne, quoi. Ouais, c'est soit le truc de la campagne, soit le truc vraiment des personnages qui sont en place. Et en fait, ce qui est intéressant quand tu fais ça, c'est qu'après, tu peux faire de la narration à travers la musique. Donc, mettons, moi, sur ma campagne en cours, j'ai on va dire un méchant, en tout cas, j'ai une adversité qui est en place. Je sais que cette adversité aura toujours le même thème. Et peut-être qu'à un moment, si je mets ce thème, sans en parler aux joueurs, sans en faire référence, tu vois, ils pourront comprendre qu'en fait, il y a quelque chose qui cloche et que là, l'adversité est en train de s'approcher. Et je pense que quand tu as des thèmes, en général, des musiques qui sont récurrentes, tu peux l'utiliser non pas pour faire du descriptif, mais pour accompagner la narration de façon ludique. Typiquement, un lieu qui a toujours le même morceau, tu sais, où tu reviens. Ouais. Bah, si un jour tu reviens et que le morceau a changé, il se passe un truc. Et c'est des indices de narration. Ouais, bah, moi je fais un peu ça, tu vois. Alors, par exemple, là j'ai commencé une campagne et en fait je jouais une campagne et le MJ il utilisait beaucoup les musiques de Fable, le jeu vidéo. Et ça faisait longtemps que moi j'ai pas joué à Fable et tout, et je me disais, ah les musiques elles sont quand même bien et tout. Et donc, pareil, dans une campagne que j'ai démarrée, du coup je suis allé récupérer tous les trucs de Fable, et quand ils sont... les PJ un peu dans leur ville d'origine où c'est leur enfance et tout ça, j'essaie d'utiliser que ces musiques-là. Et mais tu vois, c'est parce que si je peux faire ça, entre guillemets, on va dire, c'est parce que c'est un jeu vidéo. Donc dans un jeu vidéo, t'as plein de petites musiques, toutes a priori un peu du même compositeur, dans le même style, etc., mais pour des situations différentes. Donc par exemple, je pourrais me dire, cette ville, c'est Fable, tu vois. Mais du coup, pour trouver un leitmotiv et réussir à l'amener dans différents endroits, etc., il faut quand même trouver des artistes qui font ça, quoi. Tu vois ce que je veux dire?
comment tu vas aller chercher moi, je pense à la comédie musicale, au film, aux jeux vidéo. Est-ce que c'est là-dedans que tu vas puiser ou t'arrives à trouver des trucs un peu moins poncés ou un peu moins référencés que ça et qui vont quand même te permettre d'avoir cet effet-là? Je pense qu'il y a un peu de tout. Les musiques de jeux vidéo et de films, c'est trop bien parce que du coup, oui, c'est facile, tu vois, justement, d'avoir cet effet. Et après, je crois que généralement, tu sais, je me balade sur YouTube et je mets un peu n'importe quoi, je laisse tourner. J'ai aucune idée de ce que je suis en train d'écouter. C'est des morceaux avec des titres obscurs, de compositeurs obscurs, et je ne sais pas de ce que c'est, je ne sais pas d'où ça vient. Mais en fait, finalement, tu te rends compte que sur un album, tu vois, un compositeur, il a quand même une patte, il y a quand même une continuité. Donc tu vas quand même pouvoir retrouver cette chose-là. Et je pense qu'après, ça peut aussi amener des choses. Quand tu parlais de Fable, j'ai repensé. Donc là, ma campagne, elle se joue en sous-marin. Et j'aime bien, au début des séances, à la fin des séances, tu vois, s'ils reviennent sur des phases qui sont un peu plus tranquilles, qui sont pas dans les abysses, où ils peuvent revenir à la surface, respirer, sur des moments un peu plus chill, j'ai tendance à utiliser de Emancipator. C'est le même groupe, c'est des musiques qui sont un peu chill, et ça fait une respiration, tu vois. Tu as ton début d'épisode, entre guillemets, où tu vas être chill sur ce genre de musique, tu pars dans le danger, et quand tu remontes à la surface, un peu quand la caméra s'éloigne, tu reviens sur quelque chose d'un peu plus chill, qui est sur le même compositeur. Et c'est des petits effets qui sont sympas. C'est des choses qu'on voit typiquement, tu sais, sur des fins de films d'horreur ou des fins de dystopie un peu vénères. Genre, c'est la caméra qui s'éloigne un peu pour que tu puisses respirer, tu vois. Ça permet d'aller chercher ce genre d'effet. Mais après, ouais, j'utilise un peu tout type de musique. Et beaucoup d'effets sonores aussi, des musiques avec des effets sonores qui sont un peu distordus. Récemment, c'était Premier Contact, qui a des espèces de gros craquements, de sons très étranges. Et ça, c'est génial, c'est du caviar en séance, quoi, à utiliser. Ouais, c'est marrant parce que je m'en suis servi il y a pas longtemps aussi, alors que j'ai pas vu le film. Mais c'est un très bon film. Ok, ça marche. Je regarderai peut-être. C'est comment il s'appelle, le qui a fait Blade Runner et tout, non? Aucune idée. À vérifier. Mais c'est le bon SF. Et du coup, ouais, ça c'est intéressant. En vrai, c'est un sujet, je trouve, parce que tu dis, moi, mon YouTube, il me donne des musiques et je sais même pas ce que j'écoute. Et ça, c'est marrant parce que aujourd'hui, genre, je pense qu'il y a plus beaucoup de gens qui cherchent activement des nouveautés. C'est l'algorithme qui leur propose, tu vois. Et du coup, je me demande, est-ce que t'as une astuce pour sortir t'as des références, ou bien, tu vois, juste des références. Parce qu'en fait, en faisant certaines recherches, si t'as des références musicales, si moi je me mets à faire des recherches sur YouTube, probablement que je vais tomber un peu dans le même algorithme que toi au bout d'un moment. Et en fait, je pense qu'il y a des gens, juste, ils savent pas comment faire, tu vois, parce que ils vont taper musique D&D, tu vois, et ils vont rester, et ils l'ont déjà tapé 100 fois, tu vois. Genre, par exemple, moi, je sais qu'en ce moment, avec l'IA, là, t'as plein de musiques toutes pourries qui durent 3 heures. Bon, en vrai, pour être dans un mood un peu flottant, c'est rigolo. Mais du coup... Elles sont cool. J'en ai déjà entendu, tu sais, par curiosité, je suis allée... Le pire, c'est qu'elles sont cool. Genre, tu pourrais vraiment les utiliser. Moi, c'est un truc que je m'interdis dans mes campagnes. Je veux que chaque morceau ait son âme, tu vois, soit là pour une raison. Mais elles sont cool, en vrai, hein. Certaines, il y en a qui sont vraiment bien. Il y en a des bien, il y en a des moins bien. Moi, je peux te dire que je suis tombé dans un truc où genre j'ai que des 3 hours machin. Je suis un peu en mode, redonnez-moi des gens qui ont des morceaux différents, s'il vous plaît. Mais du coup, ouais, moi, par exemple, une sorte de truc que j'aime bien, tu vois, j'ai une chaîne, c'est Fantasy Meditations. Il y en a une qui est vachement connue, c'est Cryo Chamber, comme une chambre froide là. T'as des chaînes comme ça. Toi, t'as des artistes ou des trucs comme ça que les gens ils pourraient essayer de regarder pour sortir de la boucle. Waouh. Là, comme ça, c'est super compliqué. En fait, ça dépend complètement à ce à quoi vous jouez. Parce que si tu joues à Donjons et Dragons, tu vas pas mettre les mêmes musiques que sur Night, tu vois. Et je pense qu'après, ça, c'est aussi une chance. Enfin, en SF, tu peux facilement aller choisir des trucs qui sont un peu plus modernes, forcément, on va dire, je pense. Mais tu auras peut-être plus de choix. Moi, ce que je fais, c'est que je pars pas sur des recherches, tu sais, genre musique D&D ou des choses comme ça. Déjà, j'essaie juste de taper musique
souvent. Après, je vais peut-être de temps en temps aller chercher un truc un peu d'ambiance, musique de film. Et après, tu peux taper des trucs avec des mots bizarres. Moi, ça m'arrive musique monstre, musique sous-marin, musique tambour. Tu vois, tu mets des trucs un peu chelous. Tu cliques sur le premier lien. Et à chaque fois que tu écoutes une musique, tu te forces à écouter au moins la première minute. Si vraiment t'aimes pas, bon bah tu lâches. Mais tu te forces, tu vois, à écouter au moins un petit peu. Et tu sélectionnes toujours 3 autres musiques qui te proposent sur le côté. Et tu devrais arriver à un nombre d'onglets assez énorme avec plein de trucs à écouter. Ouais, moi j'avoue que j'essaie de faire ça quand je tombe sur un truc un peu bien. J'essaie de le mettre direct dans une playlist YouTube, pouvoir retrouver les trucs. Parce qu'en fait, sinon, genre, t'écoutes des trucs, tu te dis, ah, c'est cool. Et en fait, juste ça disparaît. Il y a tellement de trucs. Ouais. Ah, par contre, j'ai un petit calepin à côté où je note à chaque fois. Quand une musique m'intéresse, je note systématiquement le nom, l'artiste, la durée aussi. J'essaie de pas sélectionner des musiques qui font en dessous de 3 minutes parce que je veux pas que ça reboucle trop vite. Mais par contre, ouais, je note énormément et quand je croise par contre 2-3 musiques du même auteur, tu vois, qui m'intéressent, là je vais aller écouter un peu plus en profondeur ce que fait ce compositeur et souvent soit je me fais une playlist, je me la mets au boulot pendant que je travaille, soit pendant mes séances de sport ou des choses comme ça. Et là, je vais pouvoir écouter un peu plus sérieusement. Tu parlais aussi d'ambiance sonore, donc pour les trouver, j'imagine que c'est à peu près le même procédé. Enfin, moi sur YouTube, je vais aller taper ambiance cabine de bateau, ambiance ville, machin, truc. Et toi, comment est-ce que tu diffuses ça? Tu joues sur quel genre de VTT est-ce que tu comment expliquer? Une fois que tu as trouvé tes musiques, comment je mets en place la ouais, partie logistique, c'est un peu particulier parce que du coup, donc moi je joue sur Night. En meneuse, actuellement, c'est le seul jeu que je maîtrise. J'en ai plein d'autres à la maison que j'ai envie d'essayer, mais c'est le seul que je maîtrise. Et j'ai la chance d'avoir comme compagnon un des gars qui a développé Night Tools, donc qui est le VTT pour Night. Qui a été développé avec la maison d'édition. Donc j'ai un VTT sur mesure pour ce jeu-là, tu vois, donc ça aide. Et on a aussi du coup une petite radio maison où je peux juste mettre les morceaux que je veux. Et ensuite on lance et tout le monde a le son. Donc c'est un système, qui est pas reproduisible, tu vois, facilement. Et mon rêve serait de trouver quelque chose pour la musique qui soit pas un VTT, mais qui soit c'est juste vraiment dédié pour la musique, où tu peux avoir le son, tu lances, les joueurs écoutent exactement en fait ce que toi tu es en train d'écouter. Donc un truc où tu peux vraiment faire le DJ entre guillemets, et en même temps où tu mets pas des vidéos YouTube, où tu mets des vrais sons, parce que moi je sais que mes morceaux, je peux les retravailler, je peux les raccourcir, je peux augmenter le volume sur certains moments, donc j'ai besoin de mettre des vrais fichiers audio et pas juste des vidéos. Ok. Ah, c'est intéressant parce que, alors moi j'ai un truc qui s'appelle Kenku, Kenku FM. Et en gros, c'est un bot que tu peux mettre sur ton serveur Discord, quoi. Et dessus, tu peux à la fois mettre les musiques de ton bureau, que tu peux créer tes playlists et tout. En fait, c'est un logiciel à côté du bot, tu vois ce que je veux dire? C'est pas juste je stream YouTube. Tu peux avoir des musiques sur ton bureau et faire des playlists. Et tu peux mettre 2 pistes en même temps. Donc, tu peux faire le soundboard et en gros, tu peux faire un peu ce que t'expliquais. Alors, je sais pas jusqu'à quel point toi tu pousserais le truc, mais tu peux plus ou moins faire DJ. Est-ce que tu peux mettre 2 trucs en même temps, gérer leurs sons séparément, je crois, et faire boucler? Oui. Et un truc qui est pas mal aussi pour les bruits, c'est... je pense aussi aux gens qui nous écoutent et genre peut-être il y en a, ils ont aucune référence, mais il y a un truc qui est Tabletop Audio, donc c'est un site où tu as plein de bruits et tu as même des... Comment ça s'appelle? Des soundboards par ambiance. Oui. Et sur Kenku, en fait, tu peux aussi ouvrir des pages web dedans. Et donc, pour résumer, je peux à la fois envoyer des sons Tabletop Audio, ma musique de mon bureau, en même temps via Discord. Donc ça peut être une solution, tu vois. Parce que moi, avant, j'utilisais que Watch Together et ouais, c'est un peu clunky, quoi. C'est un peu, c'est pas toujours top. En plus, des fois, ça bug. Donc ouais, Kenku, c'est pas mal. Et toi, les ambiances, du coup, tu les utilises régulièrement avec des bruitages, tout ça? Ou c'est quelque chose que tu dissémines un petit peu dans tes scénarios? La musique, toujours. Les bruitages, ça dépend.
J'essayais pas de mettre trop d'attention là-dessus. En général, je vais mettre des bruitages justement dans des scènes où potentiellement j'arrive à prendre un peu de recul. Je sais pas, genre par exemple, ils sont dans un bateau en train de parler en tant que PJ entre eux. Moi, tu vois, j'ai pas... ils font leur petit roleplay, machin. De temps en temps, je dois peut-être envoyer la réplique, mais normalement, il faut que toute mon attention soit plus ou moins justement concentrée sur eux, parce que je sais pas quand est-ce qu'on va me renvoyer la balle, quoi. Mais des fois, il y a des moments comme ça où je sens que en tant que MJ, bah, je suis un peu plus tranquille. Donc là, je vais aller vite fait sur Tabletop Audio. Paf, paf, choper le truc que je me dis qui pourrait être pas mal. J'aime bien, par exemple, utiliser les sons, pas les ambiances sonores, mais genre le son, genre explosion, la pluie se met à tomber, les trucs comme ça, pour justement faire des transitions scéniques et un peu récupérer la balle, mais de manière invisible, tu vois. Ils sont en train de parler entre eux, ils font leur roleplay. Et là, je commence à mettre un bruit tout doucement qui monte de cris, tu vois. Donc là, ils se disent, bah attends, c'est bizarre. Et là, je fais, vous commencez à entendre des cris dans la rue d'à côté. Et en fait, je récupère sans leur dire fermez-la maintenant, il se passe un truc. Et donc ça aide aux transitions, je trouve, les bons. Bah en fait, c'est vraiment du coup le moment où le son, bah en fait, c'est ça, n'est plus descriptif, mais est ludique et un indice sur ce qui se passe dans l'environnement. Et je pense en vrai, quand tu fais ça, tu gagnes même du temps en description, en fait. Tu vois, t'as pas besoin, le son, c'est suffit par lui-même et les effets sonores suffisent. J'ai eu ça récemment, un ennemi qui nous pourchassait et le son, en fait, montait, son cri montait au fur et à mesure. Et j'ai vécu un one-shot incroyable sur Lament of the Flame Princess, je crois, ouais. où le meneur n'avait pas mis de musique du tout. Et au bout d'1 heure de jeu, un bruitage de pas dans la neige, tu vois. Et sauf que bah nous, du coup, on était partis du principe qu'il y avait pas de son, qu'il allait pas faire d'effet, rien du tout. Et tu sais, t'as ce moment de mais c'était qui sait qu'il y a des bruitages chez lui, qu'est-ce qui se passe, pourquoi il y a ce son, et tu te rends compte que c'est un truc dans le jeu, et ça c'est incroyable. Mais du coup, je pense que les effets sonores comme ça, pour moi, ouais, faut vraiment les moins t'en mets, plus ils seront efficaces, tu vois. Ouais, c'est un peu les patterns interrupt, quoi. C'est-à-dire que... Et ça se retrouve, je trouve, dans d'autres trucs que, d'ailleurs, la musique dans le jeu de rôle. C'est-à-dire, les descriptions, c'est pareil. En fait, en général, tu veux que ce soit efficace, et puis d'un seul coup, il y a une description plus importante. Ouais, c'est cet effet de genre, je sais pas comment dire ça, bah ça casse le pattern, quoi. Tu rentres pas dans le train-train de la partie, quoi. Même à l'inverse, si t'as tout le temps de la musique et que d'un seul coup tu mets plus de musique, bah tu peux créer un truc aussi, tu vois. Et les silences sont ultra importants. Enfin, moi je sais que j'aime beaucoup jouer en musique, mais il n'y a pas de souci à ce qu'il y ait des silences, quoi. C'est aussi important et ça veut dire des choses. Autant qu'un morceau. Et après, dans la question, il y a comment préparer de bonnes playlists. Alors bon, ça, j'imagine que, comme toujours, il va y avoir 15 000 écoles. Moi, j'avoue, si je dois donner mon truc, franchement, j'ai des playlists. Là, je regarde, j'ai une playlist tension, playlist globale ambiance, une playlist film. En fait, j'ai des playlists un peu toutes faites parce que, comme je joue à pas mal de jeux différents, etc., tu vois, j'ai pas ce truc de oula, c'est la campagne, je passe 50 ans à la préparer avec ses musiques, etc., comme toi tu peux avoir, tu vois. J'ai un peu plus des réserves, on va dire. Et après, à chaque campagne, ouais, il peut m'arriver d'avoir quelques musiques un petit peu plus spécifiques à cette campagne. Mais après, Kenku, là, le truc dont je me sers, c'est assez récent. Et à terme, je pense que j'aurai accumulé quand même beaucoup de musiques. Et comme elles seront déjà téléchargées sur mon ordi, mises sur Kenku, machin, je pense que je pourrais plus prendre le temps de simplement... choisir parmi tout ce que j'ai rassemblé dans ma bibliothèque qu'est-ce qui pourrait être stylé et tout ça. Mais pour l'instant, j'avoue, je les mets dans des boîtes. les boîtes de différents styles, quoi. En fait, t'as un processus un peu semblable pour t'y retrouver vite, tout ça, ou tu fais quoi? Ou alors t'as carrément une partition pour toute ta game. Non, non, mais je fais pareil en fait. Moi j'ai mes playlists du coup qui sont notées. Donc si je regarde, tu vois, ouais, j'ai la playlist fou, drôle, chill, victoire, combat épique, combat inquiétant, exposition, puzzle, exploration. Tu vois, j'ai des trucs horreur, danger. Je suis vraiment, j'ai un tri qui est par ambiance. Et ensuite, une fois que je sais que ces morceaux-là vont aller dans la campagne, ça part dans les boîtes. Donc là, j'ai mon Google Drive avec un onglet soit par scène, soit par boîte, soit par faction. Et je vais pouvoir mettre le même morceau, tu sais, plusieurs fois. Je vais pouvoir le répartir ensuite
pour aller le retrouver facilement pendant la session ou pendant la campagne. Si les joueurs à un moment décident d'aller à un endroit particulier, même si c'était pas prévu pour la session, je vais quand même aller pouvoir le retrouver parce que je sais que c'est dans telle boîte et que c'est utilisable, quoi. Et c'est vrai que maintenant que tu le dis comme ça, moi je préfère le faire par ambiance comme ça, parce que je pense si je le faisais, alors ça dépend, les effets sonores c'est un peu différent. Les effets sonores, on va dire, ils sont toujours très contextuels. Des bruits de sous-marins, tu n'en auras pas besoin dans une campagne de Medieval Fantasy a priori. Par contre, moi par exemple, tu vois, j'ai une playlist, ça s'appelle ethnique, tu vois, parce que c'est les trucs un peu folk, Ouais, New Age, les faux chants vikings là qui sont super à la mode et tout. Et bah par exemple, je vais mettre des trucs ethniques là-dedans. Tension, pareil, il y en a, elles sont plus dans une ambiance un peu fantasy, je pense. D'autres un peu plus cow-boy et tout. En fait, je préfère les trier comme ça par mood que par univers, on va dire. Parce que ça aussi, je trouve c'est un levier. C'est créer le décalage pour créer une ambiance exotique. Tu vois, quand tu regardes un truc genre, je sais pas, Dune et tout, c'est dans le turfu. Mais en même temps, c'est super... t'as l'impression que ça s'est passé il y a 10 000 ans, tu vois, parce que t'as genre des voix... Enfin, et en gros, mettre à un moment une musique un peu en décalage, ça peut aussi créer un effet, genre, tu mets de la grosse... de la grosse électro, tu vois, pour une course-poursuite. Alors que jusqu'à maintenant, on était au Moyen-Âge. Tu vois, ça, je sais pas, ça peut... Faut bien choisir, tu vois. Il faut avoir le feeling. Je sais pas comment expliquer. Doser, c'est super. En même temps, c'est compliqué à faire, mais je pense que quand c'est bien réussi, tu vois, c'est très fort. Je sais pas si t'as vu les contes de la princesse Kaguya des studios Ghibli. Non. Sans spoiler, c'est un film qui finit sur une scène triste. Avec une musique tellement joyeuse et je me dis, ce serait beau, tu vois, un jour de finir une campagne sur la mort d'un personnage avec juste une musique, en fait, ultra douce, ultra joyeuse et la vie continue. Et ouais, les ruptures de ton, les trucs comme ça apporte beaucoup de personnalité, en fait. Et beaucoup, je pense aussi de poésie, tu vois, c'est quelque chose d'étrange et de beau qui arrive à un moment où tu t'y attends pas. Donc ça amène beaucoup de personnalité à ce qui est en train de se passer, beaucoup d'âme. Et moi, j'aimerais bien réussir à caler une chanson un jour dans une campagne, sans que ce soit une chanson en fond, tu vois, genre un vrai truc un peu... Mais c'est pas évident. Souvent, les chansons, il y a un côté un peu générique. Enfin, c'est le générique de fin ou le truc de début, et après, pendant la partie, ça peut un peu... Mais j'ai pas exactement même campagne de Brigandine où j'ai récupéré la musique de Fable. Il y a un moment où il met une musique, mon pote, là, MJ, je l'ai récupéré parce que je trouvais que c'était trop bien. C'est Madonna, Like a Prayer, Choir Version, je sais pas quoi, tu vois. Et en vrai, ça détonne complètement, mais c'est trop bien. Et genre, je pense, ouais, en fait, je pense que ça demande d'être attentif quand tu regardes un film, à comment les musiques elles sont mises et réussir à être attentif à ce que toi tu ressens. Genre, par exemple, tu vois, il y a des musiques, je sais que je pourrais pas les mettre parce que elles attireraient trop l'attention. Pendant trop longtemps, pendant une trop longue durée de la chanson. Tu vois que quand elle démarre, quand t'as Madonna Like a Prayer qui démarre, bah forcément tout le monde est en mode what the fuck, mais ça crée un mood et après je pense les gens ils sont plus focus sur la musique du début à la fin, tu vois. Mais je pense que c'est là justement que tu peux faire ton mixage, tu vois, où la musique démarre. Et en fait, ça y est, une fois que elle a démarré, t'as posé ton ambiance, là tu peux faire diminuer un petit peu le son et la conversation reprend par-dessus. Et elle ne fait plus qu'accompagner le moment, mais l'ambiance a été posée et elle prend plus dessus sur toute la scène. Et mais oui, c'est ultra... Désolée, il y a masse de choses à dire, ça me fait bugger. Je me rends compte, je suis en train de regarder en même temps ma liste de musique et je me rends compte que j'ai aussi ma petite liste de musique mystique. Et je note aussi, tu sais, je regarde comment j'ai écrit mes musiques. Donc moi, j'ai toujours le compositeur, le titre, j'ai la durée. Et je mets toujours une petite indication au cas où je doive prendre ce truc-là pour plus tard au pif. Récemment, j'ai inclus plein de musiques de Vangelis dans mes playlists. Et je vois, tu sais, entre parenthèses, à chaque fin de titre, ce morceau, entre parenthèses, saxo. Genre, je sais que si je veux du saxo, j'ai ce truc-là. Entre parenthèses, voyage. J'en ai une avec des cris de baleine. Une musique avec des cris de baleine, tu vois, genre c'est... Ouais, c'est stylé. En fait, c'est difficile d'avoir du recul. Parce qu'en fait, j'essaie de me mettre à la place de quelqu'un qui a pas du tout
Enfin, j'imagine que tout le monde est au moins un peu sensible à la musique. Tu sais, c'est toujours compliqué, moi, je trouve. Je me permets une sorte de petite divergence. Souvent, t'as des gens, ils disent ouais, je voudrais des conseils pour faire ça parce qu'ils le font pas, a priori. Et souvent, les gens qui le font, c'est pas si réfléchi que ça, tu vois. Ils amènent le truc dans leur pratique du jeu de rôle parce qu'ils y sont sensibles de base. Et donc, tu vois, genre, j'ai pas, on va dire, j'ai pas un armement théorique, tu vois, pour expliquer à quelqu'un. Alors là, tu mets cette musique-là et tout, c'est juste que je fais tout le temps ça, quoi. Donc, je réfléchis pas, tu vois. Bah, je pense que tu sais, tu peux juste imaginer ta séance, tu vois. Pas forcément te dire bah ça va se passer de telle façon, ça va se passer. Enfin, ça peut être un peu dirigiste si tu commences à te poser devant une musique et te dire ah oui mais ça c'est le moment où ils vont fuir ou non, enfin c'est la musique doit représenter ce qu'ils vont avoir en face mais faut pas imaginer leur réaction. Et si toi, tu arrives à te mettre dans l'ambiance, tu vois, à te dire, ah oui, là, j'imagine vraiment les flammes, le ciel rouge, le machin, bah, sans doute qu'elle sera bien à ce moment-là. Et ensuite, je pense qu'il y a un outil très simple, c'est qu'en fin de session, tu peux dire à tes joueurs, est-ce que les musiques vous ont plu? Et ensuite, tu t'adaptes, tu vois. Ouais, non, c'est sûr, c'est sûr. Ça nous permet de transiter tout doucement sur une autre question. Alors, je la lis en entier, elle est longue. On va certainement pas la traiter exactement dans toute sa longueur. Question de Père Delon. Est-ce que vous avez une recette pour cuisiner une campagne courte en bac à sable? Pour le one-shot, huis clos, limite de temps, un cambriolage. Et pour les campagnes longues, multiples factions, régions, rumeurs, on voit facilement la manière de préparer les différents types de trucs, quoi. Mais moi, j'aimerais proposer de plus en plus des parties en 3-4 séances, tout en restant sur une approche ouverte, sans acte ou scène définie, pour voir ce qui va se passer. Comment contraindre et recentrer le jeu pour ne pas sortir des 4 séances, tout en gardant un maximum de liberté pour les joueurs? En gros, la question, c'est comment je fais pour, sans dire « venez, on va jouer pendant 5000 ans dans un univers infini », faire une partie de jeu de rôle où j'ai l'impression que les joueurs, ils peuvent... que je vais être surpris, en fait, qu'il y a plein de possibilités et que mes joueurs ils le ressentent. Donner de la liberté sur un plus court nombre de séances, quoi. Et du coup, comme tu parlais de la musique là, je trouve que ça fait une bonne transition. Est-ce que toi, enfin, je vais t'expliquer pourquoi je trouve que ça fait une bonne transition. Oui, je suis en train de chercher la transition. C'est parce que je me dis, sur 3-4 séances, si je veux donner de la liberté, en fait, il faut que je crée beaucoup d'éléments, pas trop détaillés, et je regarde ce que mes joueurs ils choisissent de faire. Donc, si par exemple, je veux faire une sorte de... En 3-4 séances, un bac à sable dans une ville, je sais pas, je crée une liste de 10 factions, mais pas trop détaillée. En fait, ma première séance, ça consiste à voir ce à quoi les joueurs vont s'intéresser dans ce que j'ai proposé, et le reste, on va un peu le mettre sous le tapis tranquillement. Si les PJ s'y intéressent, on peut le réinjecter dans le truc. Mais en gros, c'est avoir entre guillemets, un menu un peu conséquent, mais attendre de voir ce qui intéresse les joueurs. Et je trouve qu'il y a un rapport avec ce que tu disais sur la musique, tout ça. Parce qu'en fait, c'est ça. Moi, j'ai un menu de musique, j'ai plein d'ambiances possibles. Et donc, si ça doit partir en action, bah, j'ai de la musique. Si ça doit partir en intrigue de cours, j'ai des petites musiques d'intrigue de cours, j'ai des musiques de taverne, j'ai des musiques de machin. Et donc, c'est avoir une sorte de grande boîte à outils qui me permet d'être souple et de suivre les joueurs quoi qu'il se passe, quoi. Mais si on en vient à la question du bac à sable, toi, qu'est-ce que ça t'évoque, ça, comme ce que dit Père Delon? Moi, instinctivement, déjà, je pense qu'il y a un premier point qui est important, qui est le contrat avec les joueurs. Donc leur dire, là, on va essayer de pas dépasser tant de séances, tu vois. Et c'est quelque chose qui, pour moi, doit venir à la fois du meneur et des joueurs, que tout le monde fasse l'effort de se dire on va essayer de pas trop dépasser, parce qu'en vrai, après, c'est des implications qui sont en dehors du jeu, tu vois, de temps, de disponibilité. Donc, il y a un contrat de base qui doit être fait. Et je pense que ensuite, au niveau du jeu, pour que ça reste naturel, moi, mon réflexe, ce serait de mettre cette limite de temps en jeu. Donc, je sais que sur ma campagne, je leur ai infligé une maladie et ils ont un décompte pour en fait s'en sortir. Et d'eux-mêmes, je me rends compte qu'ils ont pris ça très très au sérieux. Et ils ont commencé, la dernière fois, ils ont commencé à me sortir le nombre de jours. Donc, je pense qu'ils vont faire un décompte, ce que j'avais pas du tout prévu, mais ce qui est très bien. Du coup, ça me time très très bien. Et voilà, du coup, en fait, ils l'ont fait tout seul, mais le fait d'avoir ce décompte en jeu, et cet enjeu, en fait, pour pouvoir survivre, en fait, quoi qu'ils fassent, de toute façon, ils ont un objectif, ils doivent le remplir dans ce temps imparti, sinon c'est échec. Ouais, je pense que c'est une bonne approche de
faire une sorte de mix des deux, c'est-à-dire le huis clos, alors le huis clos, c'est un style de film, enfin, ou de récit, quoi, où on est enfermé quelque part. Bah, finalement, même si ton monde, il est très grand, tu peux en faire, entre guillemets, une sorte de huis clos, comme tu disais, en disant aux joueurs qu'on va pas explorer autre chose. En fait, voilà des jouets, un manoir, une ville, un royaume, peu importe la taille. On va jouer dans ce cadre-là. Et moi, j'ai mes petits trucs. Vous avez un objectif. Maintenant, démerdez-vous. Et côté MJ, objectif ou limite de temps, tu vois. Enfin, ça revient un petit peu au même. Genre, en général, quand t'as un objectif, ton temps est compté pour le faire. Genre, je dois sauver machin, je dois faire machin, je dois arrêter telle faction, je dois soigner ma maladie, comme tu disais. Donc, en fait, ouais, voilà. Arriver avec un petit set de contraintes. Et par ailleurs, la manière dont on va résoudre les problèmes qu'on a définis, qui serait le cœur de l'enjeu, c'est complètement libre. Donc du coup, tu penses plus en scène, tu mets plein de petites factions, plein de trucs, ce qui est plus du ressort de la campagne longue dans la question. Tu mets plein de rumeurs. Je pense qu'il faut les donner assez vite aux joueurs. Il faut pas prendre trop de temps, que ce soit trop incarné le moment de la découverte de toutes les factions, de toutes les régions, de toutes les rumeurs, parce que sinon, ton objectif de 3-4 séances va être difficile à respecter, tu vois. Si ça se passe dans une ville et que tu vas à la rencontre des 5 factions de la ville et que chacune de ces rencontres, ça dure 1 heure de roleplay, et vas-y que je te fais une petite conversation avec des accents et tout, t'as déjà perdu une séance juste pour présenter l'endroit, quoi. Je pense que dans ce genre de cas, même, tu sais, ce qui peut être très efficace, c'est d'avoir des personnages qui, en fait, sont déjà en situation, qui connaissent déjà les factions, qui ont déjà les informations, ce qui fait que tu as pas cette découverte à jouer. Les joueurs vont découvrir les factions en face, mais pas les personnages. Donc, les informations, elles sont déjà là, on a déjà tout, et tu gagnes du temps. Ouais. Et tu utilises le HRP pour leur donner les infos que leurs personnages devraient savoir assez vite, qu'ils puissent vite agir et découvrir les trucs que leurs personnages ne connaissent pas, quoi. Voire même leur donner des aides de jeu en amont, ça peut se faire aussi. Je pense aussi qu'il y a une notion dans ce genre de cas, tu vois, où tu veux un peu centrer ta caméra sur quelque chose qui va durer 3-4 séances. En vrai, tu peux dire aussi, si à un moment il y a un personnage qui a besoin de sortir en fait du huis clos, du machin, de ce contexte, il sort. Et c'est juste que la caméra ne le suit pas. Et peut-être que le joueur, pendant ce temps, j'en sais rien, soit le personnage prévoit de revenir et va attendre, soit le joueur prend son second personnage. Moi, c'est m'est déjà arrivé typiquement sur de l'exploration de donjons, de croiser quelqu'un dont le personnage dit non, ce donjon il fait trop peur, c'est trop dangereux, je me tire. Et trop bien, genre franchement c'était un super bon moment, tu vois, et le joueur derrière nous rassurait en disant pas de souci, vous inquiétez pas, moi je veux jouer avec vous, c'est que mon personnage. Et en fait, ouais, c'est complètement ok. Tu vois, tu peux laisser sortir tes personnages du cadre et que le joueur reste là et continue à jouer, en fait. C'est sûr. En fait, je pense que souvent, ce qui va... Je prends des pincettes parce que je sais déjà qu'il y a des gens qui vont me tomber dessus. Non. Souvent, quand t'as un truc assez très défini, un peu linéaire, tout ça, c'est parce que ça tourne vachement autour des personnages. En gros, il y a... Les événements viennent aux personnages, etc. Et du coup, quand tu veux donner peut-être... Ce qui est pas grave en soi, mais des fois, c'est ça qui va... Ça va prendre du temps de jeu, en fait. Tout ce côté, genre mon personnage, je sais pas, il a une famille. Donc comme il a une famille, on va jouer des scènes pour qu'il s'attache à sa famille, puis on va jouer des scènes pour que sa famille elle se fasse attaquer, etc. Et voilà, il y a un côté un peu... On est très refermé sur le personnage. Si tu veux ouvrir vachement, je pense que tu peux aussi donner un peu... créer des personnages plus légers, comme tu vois, là tu racontais le mec qui dit je vais pas aller dans le donjon. Je pense, tu me détrompes si j'ai de la merde, mais que il avait pas passé 50 ans à écrire un background de personnage. C'est pour ça aussi qu'il avait cette facilité à laisser partir le personnage ensuite. Voilà, après, je pense que tu peux aussi, en vrai. Tu vois, si t'écris un maxi background, c'est ok, tu vois. C'est juste qu'il faut accepter qu'en séance, tu le joueras pas forcément, surtout sur du one shot. Et à partir de là, tu peux laisser passer, surtout si t'as un P2 en réserve. Ça aussi, ça me permet d'être beaucoup plus souple sur la gestion de ce qui est en train de se passer. Ouais, je pense. Il y a beaucoup de choses à dire, je sais pas par quel bout prendre la question. Ouais. Mais je pense qu'après, c'est des choses que tu peux beaucoup... En termes de narration, tu peux mettre des choses très intéressante pour aussi rappeler aux joueurs que le temps passe et que le temps est compté. C'est que de mon côté, donc ils ont été infectés par des espèces de graines, tu vois, de ténèbres, tout ça. Et en fait, c'est en train de germer. Du coup, petit à petit, tu vois, ça va se développer sur eux et je pense que ça va faire
des petites fleurs, des petites branches. Voilà, on va voir comment ils vont se transformer au fur et à mesure. J'espère qu'ils vont réussir à endiguer ça. Mais c'est un bon rappel de « attention les gars, l'heure elle tourne ». Et je sais que j'ai déjà vu sur des parties, tu vois, vraiment des mécaniques en jeu, des choses d'ambiance, qui te rappellent que le temps tourne, que ce soit des horloges, des gongs, des éléments du décor qui se cassent, qui disparaissent. Et ça marche de ouf, quoi. Ouais, un truc typiquement, c'est là où tu peux mettre un bruitage, un beau bruitage. Ouais, parce que ce qui est bien dans l'idée... typiquement de la maladie là, c'est qu'en fait toi en tant que MJ tu peux si t'apprécies ça, avoir quand même quelques scènes un peu, tu vois, etc. Tu peux les faire parce que comme tu le dis, cette sorte d'évolution de la maladie et tout, peu importe ce que les PJ vont faire, ça va être joué. Par contre, les moyens pour s'en débarrasser, les gens auxquels ils s'intéressent dans le cadre de jeu, etc., ça, ils ont totale liberté, donc t'as un équilibre sympa. Parce que des fois, il y a des MJ, je pense, ils veulent pas... Enfin, ils sont un peu rebutés par l'idée de juste créer plein d'accroches et voir où les PJ vont, parce qu'ils se disent, ouais, mais du coup, je peux pas les préparer à fond, et moi, j'aime bien avoir quelques moments préparés à fond. En fait, tu peux doser différemment. Et un truc aussi que moi, j'aime bien en tant que joueur, mais ça, c'est peu importe, hein, que la campagne dure 3-4 sessions et tout, c'est que moi en fait j'aime pas avoir un background, tu vois. Je préfère faire les trucs que j'ai envie de faire en tant que joueur et justifier parce que j'ai envie de faire ça en tant que joueur, que mon personnage veuille le faire. Et donc un truc que j'aime, qui peut aider à donner comme ça de la liberté, c'est de pas trop les contraindre sur qui est leur personnage, etc. Pas leur demander en amont d'y réfléchir beaucoup, mais de les autoriser, entre guillemets, à inventer le bullshit qui leur semble nécessaire pour aller où ils veulent. Je m'explique, par exemple, moi dans une campagne que je joue là, qui est en bac à sable, mon personnage, je savais pas grand chose. J'ai juste noté, ouais, il fuit un truc, tu vois. Mais je savais même pas ce qu'il fuit. Le fait d'avoir pas trop défini mon personnage, ça me permet de pouvoir jouer avec ma curiosité de joueur, tu vois, sans me dire, ah non, c'est pas cohérent, mon personnage, là, il ferait pas ça et tout, tu vois. En fait, à chaque fois que je veux que mon personnage il fasse un truc, je rajoute du background pour justifier qu'il veuille le faire jusqu'au moment où j'ai un background. Et là, je me dis, bon, maintenant, mon personnage, il est bien établi, je suis aligné avec lui et j'arrête de jouer en tant que joueur. Maintenant, j'arrive à être vraiment mon personnage. Et je pense que ça, bon, c'est un peu à côté de la question, mais ça peut être un moyen de préparer une mini-campagne en 3-4 séances ultra bac à sable, c'est de dire, ok, vous faites des personnages, franchement, c'est des post-it. Maintenant, moi, je vous mets plein de trucs sur la map, tu vois, par exemple. Et là, maintenant que vous voyez les trucs qu'il y a dans le monde, et ben vous pouvez, s'il y a un truc qui vous excite en tant que joueur, vous avez plus qu'à rajouter une ligne sur votre fiche de personnage. Mon personnage, il veut trop aller là-bas parce que machin, tu vois. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Vraiment, je vois absolument ce que tu veux dire. Je pense que ça dépend vraiment avec qui tu joues. Tu sais, si tu joues avec des personnes qui ont l'habitude d'être dans leur personnage, ou si tu joues avec des personnes qui en fait de base n'ont pas du tout cette approche de je vais jouer RP et qui du coup vont être naturellement, tu vois, dans des personnages, et qu'au contraire tu vas peut-être vouloir pousser à faire un peu plus d'incarnation, mais du coup ouais, ça dépend beaucoup. Moi, ce que je fais sur la construction en tant que joueuse pour le coup, et ce que je demande en général aussi en tant que meneuse, je demande à définir une partie du caractère. Je veux au moins un défaut. C'est le point de base de la création. Je veux un défaut, et un vrai défaut. Genre un défaut qu'on va voir et qui emmerde les gens. Un vrai défaut, une qualité. Et après, je réfléchis en termes pas de bac, d'histoire, mais en termes d'objectif. C'est quoi l'objectif du personnage, et en termes de besoins. C'est quoi les besoins du personnage pour se sentir bien? Est-ce qu'il est conscient de ses besoins? Et est-ce que son objectif va suivre ses besoins? Est-ce qu'il va y avoir un conflit entre les deux? Et là, pour moi, tu peux jouer des personnages qui sont intéressants sans avoir d'histoire, tu vois, derrière. Et après, je te rejoins complètement sur le fait que, en fait, tu à un moment, tu joues, t'es là pour t'amuser, tu fais ce que toi, en tant que joueur, tu aimerais jouer, et tu trouveras toujours une façon de faire raccorder au personnage, même si c'est pas logique. En tant qu'humain, on n'est pas logique. Tu vois, donc c'est ok. Un personnage qui est ultra malin, bah ouais, là il a fait un choix débile parce que le joueur voulait jouer ce truc-là. Bah ça arrive, tu vois, ça le rend d'autant plus humain et d'autant plus surprenant. Et donc ouais, je pense que dans tous les cas, faut privilégier ce que les joueurs veulent faire. Mais par contre, pour revenir sur la question, tu vois, sur la campagne courte, le fait d'avoir des objectifs aussi, ça peut cadrer, aller se rajouter au cadre. Si ton personnage
Typiquement, si tu joues avec des pré-tirés, si leur objectif va dans le cadre de cette campagne, bah, tu vas pouvoir un peu raccourcir. Il va pas aller s'éparpiller sur d'autres choses, quoi. Je sais pas si c'est très clair. En fait, on tourne un peu autour de la question, mais c'est parce que pour moi, tout ça, c'est un peu connecté. En fait, c'est clair, si tu veux vraiment que ça tienne en 3-4 séances, tu ne peux pas Enfin, tu peux pas tu peux pas laisser trop de temps aux joueurs pour choisir leurs objectifs, puisque tu as cette contrainte de 3-4 séances. Donc là, ouais, moi, je suis d'accord à 100%. L'objectif du personnage, il est déterminé, ou du groupe, il doit absolument être déterminé à l'avance si tu veux tenir tes 3-4 séances pour qu'on puisse tout de suite s'atteler à aller chercher cet objectif. Maintenant, c'est l'occasion aussi, tu sais, de faire une création de personnage autour d'un objectif de groupe, tu vois. Tu mets tout le monde d'accord dès la base et c'est réglé, t'as ton objectif de campagne. Ouais, c'est ça. Mais par contre, parce qu'en gros, il y a une sorte de truc un peu bizarre, c'est que si tu passes beaucoup de temps en tant que MJ à préparer l'objectif, préparer les personnages, et que tu vois, tu commences à trop investir dans leur background, etc., je pense que tu peux avoir tendance, sans t'en rendre compte, à passer petit à petit au côté acte et scène. Parce qu'en fait, tu sais tellement de choses sur les personnages que tu te dis ce serait dommage de pas s'en servir. Et donc, s'il y a quelqu'un dans son background, il a dit ouais, je pense que j'ai un rival, je pense que j'ai un machin, etc. C'est le moment où tu vas te dire bon, bah il faut que tout ce background il ait servi à quelque chose. J'ai 4 séances, je peux pas leur laisser trop de liberté si on veut en fait un peu jouer le drama qu'on a écrit en amont. Tu vois ce que je veux dire? Donc ouais, moi je me restreindrai à l'objectif, 2-3 petits traits comme t'as dit. Je pense que c'est très bien. Mais ça, c'est presque plus un truc pour les joueurs, tu vois, pour tout de suite arriver et avoir des petites guidelines, quoi, pour donner corps à leur personnage. Mais je m'arrêterai vraiment là parce que s'ils définissent trop leur perso, il y a certains joueurs, ça va les bloquer. Ils vont se dire, bah, je vois pas pourquoi je ferais ça parce que c'est pas cohérent. Je vois pas pourquoi je ferais ci, pourquoi machin. Et donc, du coup, ils risquent, entre guillemets, un peu de s'enfermer et de devenir beaucoup plus prédictible pour toi, MJ, puisqu'il y avait un des objectifs qui était écrit dans la question, c'est jouer pour voir ce qui va se passer. Et moi, je sais que si il y a un de mes PJ, il a méga défini son personnage, bah je vois très bien où il va avant même qu'on ait commencé à jouer, quoi. Non, mais oui, tout à fait. Enfin, c'est effectivement, ça m'est déjà arrivé ce genre de choses, ouais. Tu sais, genre le mec, il dit, je peux prendre l'exemple débile que tout le monde a déjà eu. Ma famille s'est fait tuer, blablabla, je dois me venger, nanana. Bah, quand t'es MJ, dans ces moments-là, quand quelqu'un fait ça, d'une certaine manière, ça referme déjà à fond ta curiosité sur ce qui va se passer, tu vois. Enfin, ça enlève pas tout. Il peut se passer plein de trucs parce qu'il y a des dés, parce que machin, parce que bidule. Mais tu te dis quand même, ah oui, donc maintenant dans ma préparation, je dois préparer les indices pour qu'il se venge, la scène où le grand méchant il arrive. Enfin, je grossis le trait à fond. Mais du coup, tu sais déjà beaucoup plus que tu vas jouer. Tu vois ce que je veux dire? Et comme en plus t'as 3-4 séances seulement, tu vas pas pouvoir ouvrir vraiment sur d'autres choses parce qu'a priori le personnage, vu comment il est écrit, il va consacrer ses 3-4 séances à sa vengeance, quoi. Mais même pas uniquement en tant que MJ, parce qu'en fait, même en tant que joueur, quand tu lances ça, si tu sais qu'en plus t'as un MJ qui va s'adapter, même toi en tant que joueur, t'auras moins de surprises. Tu vas aller dans cette voie-là. Et même les autres joueurs, genre c'est vrai que ça réduit beaucoup, mais après c'est pour ça aussi que ça peut être intéressant de dire en fait ça ne fera pas partie de la campagne, tu sais, genre ça fait partie de ton caractère. Ouais. T'es là, ça fera partie de ton caractère, mais ça fera pas partie de la campagne. Et peut-être qu'en fait ce qui est intéressant, c'est que la campagne va t'empêcher de te venger. Ouais. Et il va falloir que tu choisisses, tu vois, en tant que personnage, entre aller à ton objectif de campagne et sans aller jouer ce truc-là, sans aller jouer je vais venger ma famille et machin. Juste ça t'a construit, ça te donne une info sur le caractère et tu ne gardes du bac que l'information que ça dit du personnage au niveau de son caractère, sans que tu ailles chercher à jouer en fait ce que lui a introduit. Moi je pense que une bonne partie du fameux nœud autour de la liberté, là où on débat tous, c'est pas du ressort du MJ uniquement, ni du joueur uniquement. T'as des joueurs, ils s'auto-railroad. Genre, vraiment, j'ai des campagnes où je dis, les gars, vous écrivez un petit background, ça va aller, ok ? On va y aller. Et en fait, t'as des joueurs, ils n'arrivent pas à concevoir que ce qu'ils ont écrit, ça ne représente finalement... ça crée un archétype, ça t'aide à jouer au début, mais ton personnage, tu peux encore le remodeler de tellement de manières. Ouais. Genre, ok, tu voulais te venger, là, à n'importe quelle scène de violence. Moi, je me dis, c'est l'opportunité pour mon personnage qui se dise, mais non, la violence, la vengeance, c'est pas la voie que veut suivre mon personnage. Et hop, de reconnecter mon personnage à mes envies de joueur, tu vois. Ou vice-versa, genre dire, ouais, moi, je serais plutôt le pacifiste du groupe, nanana. Et ben, dire à un moment donné, là, c'en est trop, mon personnage, il change, tu vois. Et ça, j'ai du contrôle là-dessus en tant que joueur.
et je peux en fait aller chercher ma propre liberté. Je suis pas obligé d'attendre que le MJ me donne la scène pour le faire. Et je pense que le fait que certains joueurs entre guillemets s'auto-railroad un peu, ça peut être lié au fait que à un moment donné dans leur pratique, leur MJ leur a demandé énormément de background. Et donc ils se sont dit ouais, le MJ il a méga bossé sur mon background et tout, faut que je respecte à fond mon personnage parce que sinon en fait je trahis mon MJ, tu vois. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, non, je vois ce que tu veux dire. Il y a plein de trucs sur lesquels j'ai envie de rebondir. J'étais en train de me demander à quel point, de quels horizons venaient les gens qui font du jeu de rôle. Parce que typiquement, moi, j'ai toujours eu l'habitude de faire des maxi backgrounds. Mais je pense que c'est parce que je viens des forums de RP. Tu sais, où tu faisais ta fiche, tu mets ton background de personnage. Et du coup, en fait, genre, aucun MJ ne m'a jamais demandé de background, tu vois, mais je fournissais ça. Ouais. Et je sais que souvent, il y avait aussi, je le fournissais avec un petit mot de du coup, je vais créer mon perso. Est-ce que, en tant que MJ, ça t'arrangerait, tu vois, que, je sais pas, je fasse un truc sur une faction? Qu'est-ce qui t'arrangerait? Comment je peux? Et en fait, c'est vraiment un truc qui est complètement hérité, qui n'était pas du tout réfléchi en tant que joueuse. Mais par contre, je pense que ça m'a jamais bloqué dans le sens où, déjà, souvent, je faisais des chronologies. Tu vois, je faisais pas des grandes histoires de vie avec des grandes quêtes. C'était plus des chronologies pour savoir, mon perso, à tel moment, il était là. À tel moment, il était là. Et histoire de retrouver un peu de cohérence, tu vois, de d'où il vient, où il était à quel moment, de pouvoir moi situer ça. Et par contre, ça ne m'a jamais... Le passé, c'est le passé. C'est pas ce que tu es en train de jouer. Et sur ce que tu disais, tu disais c'est ni la responsabilité du joueur, ni celle du MJ uniquement. Pour moi, il y a un troisième acteur là-dedans, c'est le système de jeu. Et je pense que le moment où le système intervient en te disant, je sais pas, là, t'as fait un échec. Ou alors, en fait, non, ce truc-là que tu voulais faire, ça se passe différemment. Ou là, il y a un imprévu. Et c'est aussi là, tu vois, que tu peux saisir l'occasion pour faire changer ton personnage. Ouais, de fou. Et c'est aussi en ça, moi je dis que le système est vecteur d'histoire et de narration, c'est aussi en ça, c'est qu'en fait le système, que ce soit sur des échecs, sur du hasard, sur des mécaniques de jeu, typiquement une mécanique que j'aime beaucoup dans Night, c'est que quand tu gagnes en stats, tu gagnes des défauts qui sont liés en plus vraiment au lore, tu vois, aux ténèbres, tout ça. Et donc en fait, de fait, quand tu optimises un personnage, il devient supportable et tu peux créer plein de trucs en termes de narration là-dessus. Il y a énormément de choses à faire et tu peux faire changer tes personnages et ils changent aussi en fonction des rencontres, tu vois. Donc il y a beaucoup d'occasions de justifier en fait ce que tu veux jouer plutôt que de juste t'enfermer dans ton bac. Ouais. Mais on dérive de ouf, hein. Mais c'est très intéressant. Non, ça me fait penser à deux trucs. Toujours, parce que là, en ce moment, je suis plus joueur, donc ça fait plaisir parce que j'arrive à mieux capter la position de joueur. Sur ce truc-là, il y a deux choses auxquelles ça me fait penser. Donc, je suis sur une campagne de brigandine, et genre, moi, en tant que MJ, je veux qu'il y ait des blancs, tu vois. Je veux pas tout préparer. Et c'est toujours ça que j'ai cherché. Je trouve que c'est un peu la question d'une vie de rôliste, tu vois. C'est qu'est-ce que je prépare pas, qu'est-ce que je fais. Et a fortiori, quand tu fais beaucoup de jeux de rôle, au bout d'un moment, tu te sens capable de moins en moins préparer. Enfin, tu sais maintenant que tu peux improviser, tu sais qu'il y a des trucs, quand tu les prépares, ça sert à rien, ou ils sont trop préparés, etc., etc. Et donc, en fait, je pense, avec l'expérience, en fait, t'es de plus en plus à l'aise à jouer avec du vide et à venir le remplir pendant la partie, tu vois. En tant que joueur, en fait, moi, je retrouve ça. C'est-à-dire que dans la campagne de Brigandine, là, j'avais dit à mon MJ, ouais, j'ai fui, je suis un chasseur de monstres, lol. Montre-moi le monde et je verrai ce que j'ai envie de faire dedans, tu vois. Moi, j'étais vraiment comme ça. Il y avait un autre joueur avec nous qui était moins à l'aise avec ça. Et je pense la différence, c'est vraiment que moi, je vois le vide, ce qu'on n'a pas dit, ce qui n'a pas été dit comme autant de possibilités encore disponibles. Là où, si tu vois ce qui a été dit comme les seules choses qui existent, tu peux te restreindre. T'es obligé d'être tout le temps en cohérence avec ce qui a été dit. Donc, je prends un exemple. Moi, mon personnage, je sais pas où il a vécu son enfance, je sais pas où il est passé, etc., etc., tu vois. C'est une sorte de vagabond. Et à un moment donné, dans la campagne, je me dis, oh là, ce serait trop stylé qu'on aille dans cette ville et tout. Et ben, j'ai demandé au MJ, en fait, on n'a pas encore établi d'où je viens. Donc, est-ce que je viendrais pas de cette ville? Ça, je trouve que c'est un kiff. Et après, sur le côté système dont tu parles, là, c'est pareil. Mon personnage, moi, j'avais une image en tête de qui c'était au début. Et comme j'ai raté plein de jets de dés, sans même qu'il y ait une mécanique spécifique, tu vois, comme j'ai raté genre plein de jets de dés en combat, alors qu'au début, j'étais en mode ça va être un peu un warrior, tu vois, et ben après 4-5 sessions,
en débrief, j'ai dit, en fait, je pense que mon perso, il a jamais fini sa formation, tu vois. C'est un wannabe, tu vois. C'est un apprenti chasseur de monstres qui, par la force des choses, son maître, il a dû le perdre. Il n'est pas allé jusqu'au bout de sa formation et c'est pour ça qu'il, dans les premiers épisodes, on l'a vu se chier à chaque fois qu'il s'agissait de combattre un monstre, tu vois. Et du coup, il a une sorte d'insécurité à ce niveau-là. Mais en même temps, c'est un survivant et donc il se débrouille. Parce qu'en fait, finalement, les jets que j'ai réussi, c'était sur plus des points faibles et les jets que j'ai ratés, plus sur mes points forts, tu vois. Et donc, ça, d'une certaine façon, ça aussi, ça a contribué. Exactement comme tu dis, le système a contribué à ce que je sache de plus en plus qui est mon personnage, tu vois. Mais ça, c'est ultra important. Et j'ai mon personnage là sur ma campagne principale. C'est une scientifique, donc avec beaucoup, tu vois, beaucoup de points typiquement en tech, en savoir, en tir. Déjà, tous mes jets de tir, je les ai toujours ratés. Donc, c'est entré dans le lore que c'est une terrible combattante, quoi. Elle est nulle. Enfin, elle est nulle pour ça. Et hasard. Dès que j'ai changé d'arme, que je suis passée sur un arc plutôt que sur des pistolets, je réussis mes jets. Donc, je pense que ça va être une très bonne archère, en fait. Et pareil, je lui avais mis très peu de points en parole, en me disant justement, bah, c'est une nana qui est ultra sachante, mais qui n'arrive pas en fait à le communiquer. Tu vois, elle sait plein de trucs et vraiment elle n'arrive pas à ce que ça passe, à ce que les infos passent, mais elle est passionnée, elle n'arrête pas d'en parler, elle saoule tout le monde. Et en fait, bah, l'équilibre d'équipe a fait que j'ai fini par prendre les points en parole parce qu'il fallait que quelqu'un les prenne et tout le monde se spécialisait ailleurs et moi ça m'allait. Et en fait, du coup, bah, maintenant, ça y est, tu vois, et ça fait une très belle évolution de personnage alors qu'en fait c'était purement système et par contre un truc où je suis très contente c'est que je l'ai créé pour le coup elle il y avait je sortais d'une table où il y avait très peu de tu sais où il y avait des longues conversations beaucoup de théories qu'est-ce qu'on va faire des grands plans et je l'avais créé c'était un personnage qui avait tout perdu en me disant c'est un personnage qui a des entre guillemets des pulsions de mort tu vois qui sont pas connues mais qui sont là. Et je veux que dès qu'il y ait de l'action, elle y aille et qu'elle se pose pas de questions et qu'il y ait pas 10 000 plans. Tu vois que pour que ça crée de l'action en fait et que ça crée du jeu. Et ça, le fait qu'elle ait fait ça, que du coup elle ait pris des risques et en fait, bah au fur et à mesure de l'histoire, ça s'est inversé. Donc maintenant, c'est un personnage qui est complètement du côté de la vie, qui parle à tous les PNJ, qui essaie de les sauver. En plus, elle a pris tous ses points en parole, donc c'est parfait. Et le système et les aléas ont fait que ce personnage a énormément changé et tant mieux quoi. Ça permet d'aller sur une question un peu basico-basique, mais c'est Bounia qui dit, enfin basique, une question de philo, bac philo. Pourquoi le JDR est un loisir qui vous plaît? Pourquoi vous jouez-vous au JDR? Toi, t'as commencé comment le JDR? Le JDR à proprement parler, c'est une copine qui m'a dit ouais, j'ai un pote à la fac qu'organise une partie. On a déjà un petit groupe, viens nous rejoindre. Et c'était vraiment sur les bancs de la fac, quoi. Et ça, mais je savais déjà à ce moment-là que ça existait. Et moi, j'avais déjà une expérience d'histoire à plusieurs voix. Donc que ce soit les forums RP, ce genre de choses. Et même avant, je sais quand j'étais toute petite, j'avais ma babysitter qui venait, qui me racontait des histoires et qui au bout d'un moment s'arrêtait et disait c'est ton tour. Donc moi je faisais mon moment et ensuite elle reprenait, elle s'adaptait et inversement. Et je pense que dès toute petite, tu vois, ça a créé un espèce de truc de en fait les histoires on les construit ensemble. Et je suis très contente. J'ai une très bonne babysitter. Je rêve d'avoir une babysitter aussi incroyable. J'ai 30 ans, merde. Bon. Et toi, du coup, comment t'as commencé? En gros, je faisais des jeux de figurines. J'aimais bien dessiner, raconter des histoires, machin. Donc j'avais déjà eu un peu une appétence. J'étais un peu dans la lune, quoi. Et je pense que c'est le souvenir que je me suis construit à force. Mais je sais plus exactement. Mais je pense que c'est mon père qui m'a fait découvrir une fois à un anniversaire parce que lui, il en faisait quand il était étudiant. Et donc c'était mon anniversaire, il y avait des gens qui étaient venus, ils nous avaient fait un jeu de rôle, ça a pas du tout pris, parce qu'on avait moins de 10 piges, on était 15. Et du coup, il m'en a jamais refait faire, mais moi j'ai tilté que c'était intéressant, et du coup, en fait, lui, il avait des vieux livres, tu vois, puisqu'il en faisait quand il était étudiant, donc dans les années 70-80, quoi. Donc en fait, il y avait des vieux livres, des premières éditions de machin et tout, et après j'ai commencé à faire ça avec mes copains, quoi. Et je pense que le truc qui m'a le plus accroché au début, qui me faisait vraiment, qui m'a amené à continuer, c'était
inventer des univers. Parce qu'en fait, j'inventais déjà des univers avec mes figurines, mes machins, tu vois. Genre, j'avais un truc, genre vraiment, ce que je kiffais, tu sais, c'était comprendre comment... Enfin, tu vois, dire, lui, c'est le roi, machin et tout. Je racontais même pas vraiment d'histoire, tu vois. Il y avait pas de vraiment une temporalité avec un truc qui avance, des événements qui viennent changer les choses. J'aimais juste genre l'histoire, poser toutes mes figurines, tu vois, pour qu'elles soient toutes posées sur la table et que ça fasse un super diorama. Et je pense le jeu de rôle, c'est le moment où je me suis dit ah ouais, en fait, plutôt que d'avoir juste le jeu de figurines où on se tape, tu vois, la Warhammer Wargame, ou inventer des mondes, en fait, tu peux faire un truc, tu rends vivant ce monde et tu peux le partager avec quelqu'un d'autre, le monde que tu inventes, tu vois. Je pense que c'est ça le truc qui m'a accroché. Le côté partage est intéressant. Ma mère, récemment, quand on parlait du jeu de rôle, alors pour le coup, moi, j'ai des parents qui étaient anti-jeu de rôle. Donc vraiment, avec mon père qui me disait non, vous allez jouer des vampires et le mec à côté de toi, il va se prendre pour un vampire, il va te mordre et tu vas te blesser et c'est dangereux. Et c'est un peu un truc de satanique. Et donc... j'avais cette voix-là, tu vois. Et petit à petit, j'ai réussi à leur faire comprendre que bah non, c'est cool. Et que sans doute, en plus, vu leur caractère, tu vois, si on avait changé d'époque, sans doute qu'ils feraient du jeu de rôle. Et ma mère me disait l'autre jour qu'elle se rappelait quand j'étais toute petite que je jouais avec tous mes personnages. Et tu sais, quand tu parles de figurines, ça m'y fait penser. Genre, j'avais une myriade de poupées Barbie et plein, tu sais, de petits personnages, de petites figurines, de petits trucs... Des trucs qui avaient rien à voir, des peluches, et je mélangeais tout, et je faisais de très grandes histoires avec des expéditions, tu vois, dans la maison. Et, une fois, il y a ma grand-mère qui est venue, qui a essayé de jouer avec moi, qui a commencé à habiller les Barbies, et je lui disais, mais qu'est-ce que tu fais? On s'en fout. Faut qu'elles explorent, là, il y a des choses. les plantes, c'était des grands arbres, tu vois. En plus, quand t'es tout petit, c'est facile, quoi, de créer des univers, tout est démesuré. Et je pense que c'est un peu une continuité, et c'est des outils, en fait, tu vois, que ce soit les figurines, tout ça, c'est des outils vers l'imaginaire. Et je pense qu'après, ouais, quand tu trouves une façon, en fait, de formuler cet imaginaire, donc avec le jeu de rôle, d'avoir des règles, d'avoir un truc un peu officiel, tu vois, qu'en plus tu peux plus facilement partager avec d'autres gens, et c'est moins creepy que si tu lui dis allez viens, on s'assoit sur le tapis, on sort des figurines et on imagine une histoire ensemble. Ouais, c'est ça. En vrai, en plus, quand tu vois le nombre de manières différentes de pratiquer le jeu de rôle, le terme jeu de rôle, c'est presque devenu l'excuse pour dire viens, en fait, on peut inventer des trucs, tu vois. Parce que sinon, quand tu sors du champ jeu de rôle, ça devient tout de suite soit très utilitariste, soit plus un truc de consommateur. Le jeu de rôle, je pense que c'est pour ça qu'il n'y a jamais personne qui est d'accord sur oui, mais en fait, moi j'aime pas ça et ceci, c'est pas du jeu de rôle et tout. C'est parce que c'est juste aussi j'aime pas dire une communauté parce que pour moi ça n'a pas de sens, mais c'est un vecteur en fait. Genre, bon, ok, je vais aller à la table de machin, je vais me dire, ils font pas vraiment le jeu de rôle que j'aime, typiquement parce que j'ai l'impression qu'ils racontent juste une histoire tous ensemble. Où je vais à la table d'à côté, il y a aucune incarnation et on essaie de trucider des monstres. Je vais me dire, ouais, c'est pas ça. Mais en fait, c'est une sorte de grosse, je sais pas comment dire, un melting pot de trucs de gamin, tu vois. Parce que l'imagination, c'est un peu un truc de gamin, sauf, enfin, dans la culture, quoi. C'est souvent un truc de gamin, sauf si c'est un truc, enfin, comment dire, soit un truc un peu compétitif, genre je sais pas, genre un truc qui peut rapporter de l'argent, ou un truc en gros qui peut servir à un public, tu vois. Souvent c'est ça, tu vois, genre. C'est très triste ce que t'es en train de dire, mais oui. Et c'est pas complètement vrai, parce que tu vois par exemple la musique, t'as des gens, ils font de la musique juste pour leur plaisir perso, tu vois. Et en général, on essaye même tes profs, tu vois, ils peuvent essayer de te pousser un peu à dire bah fais un concert, ou alors on va te dire ah tu fais de la musique, mais du coup t'as quoi? T'as un projet? T'as un groupe? Ah ouais, vous arrivez à gagner des sous? Et en gros, le jeu de rôle, c'est un peu pour moi, j'ai un peu l'impression que c'est aux jeux vidéo ou à l'écriture de livres, etc. La version moins utilitaire où en fait, genre, juste en fait, on fait ça pour s'amuser, nous, tu vois. Je sais pas comment dire. Ouais. Non, si, je vois très bien ce que tu veux dire. Je me demande si du coup, bah ouais, il y a des compètes, des machins. Je pense que ça doit exister ou ça a dû exister peut-être. Mais c'est un peu triste. ce truc de en fait si tu peux pas gagner ta vie, tu sais, c'est un truc un peu d'enfant, tu vois, en tout cas c'est comme ça que c'est vu, genre dans la société,
Je pense que c'est quand même quelque chose de très important et de très utile à construire, tu vois, l'imagination. Et je pense que même en tant que société, quand tu as une population qui a de l'imagination et qui a construit plein de choses, qui est créative, qui sait être empathique, se mettre à la place d'autres personnages, jouer ensemble, s'organiser ensemble, avoir imaginé des histoires, des futurs, genre, en fait, c'est quand même quelque chose, tu vois, qui, en tant que population, est super important. Et du coup, oui, ça m'étonne pas qu'il y ait ce truc de oui, non, mais si vous faites pas d'argent avec, c'est pas utile, tu vois, mais bon, après, on rentre dans des trucs un peu plus politiques. En fait, je pense que c'est difficile à comprendre de l'extérieur parce que tu vois, je dis pas que c'est le seul endroit où ça se passe, mais le truc qui fait que je pense que les gens ils comprennent pas bien, c'est qu'il n'y a pas de résultat final. Depuis qu'il y a l'actual play, je pense, t'as des gens, ils se disent ah ouais, ok, en plus quand je regarde, j'aime bien, tu vois. Bon, moi, ce qui est ouf, c'est que je comprends pas l'actual play, par exemple. Non, j'arrive pas à regarder des gens jouer. Il y a beaucoup de gens, je pense, qui commencent à jouer en se disant un des buts, du coup, ce serait que je participe à un actual play. Et peut-être. sauf qu'en fait, je suis pas sûre. Tu sais, c'est pas la même pratique, quoi. Genre, est-ce que tu t'amuses autant? Je pense que tu t'amuses différemment. Mais tu vois, par exemple. Comment expliquer? À la fin de ta partie de jeu de rôle, tu repars juste avec des souvenirs, quoi. Là où on voit souvent l'imagination comme un moyen de créer quelque chose de concret dans le réel, bah le jeu de rôle, le but c'est l'imagination en fait. Le moyen, c'est le but, j'ai l'impression. Parce que tu vois, je pense par exemple, pour peindre un tableau un peu moins sombre, parce que c'était pas du tout mon objectif, c'est parce que je réfléchis en parlant. Tu vois. Par exemple, ma mère, elle faisait des maquettes. Tu te dis, ça sert à quoi? Honnêtement, genre tu fais tes maquettes, bah ça sert à décorer la maison à la fin, tu vois. Et les gens, ils peuvent regarder et faire waouh, c'est super ce que t'as fait et tout. La musique, c'est pareil. Là c'est un peu ta maison intérieure, tu vois, que tu décores. Genre, c'est toi-même. Et c'est un truc éphémère, tu vas le partager. Les seuls qui vont comprendre ce qui s'est passé, c'est ceux qui auront joué. Et du coup, ouais, c'est assez nébuleux, quoi, je pense, vu de l'extérieur. Et ça fait vraiment truc de gamin, quoi. Mais je pense quand même que pour apporter un autre éclairage, je pense que tu peux aussi le voir comme ça va sonner un peu péjoratif, mais presque comme une pratique sportive ou artistique, dans le sens où en fait, oui, tu construis, tu vois, il y a quand même des choses, tu muscles. Ta pensée, ton imagination, tes réflexes, c'est juste pas des vrais muscles que tu es en train de muscler, mais tu travailles quelque chose en toi. Et ce qui en sort, c'est ça, c'est ta propre capacité. Et typiquement, j'ai un ami qui est chercheur en gestion et qui travaille avec le jeu vidéo. Et tu sais, qui est en train de faire des recherches sur, en tant que joueur de jeux vidéo et notamment sur les MMO, qu'est-ce que ça t'amène comme compétence pour après dans le monde du travail ou des choses comme ça? Et il a pu mettre en lumière une facilité à prendre des décisions, à collaborer, à comprendre les différents rôles, tu vois, quand t'es manager. Et je pense que sans aller sur quelque chose d'aussi utilitaire que ça, je pense que le jeu de rôle t'amène quand même dans la vie des compétences et une sensibilité et une façon de t'en sortir dans le monde qui est différente, quoi, qui est propre à cette pratique-là. Ouais, c'est sûr, et en ça, c'est intéressant. Ouais, et c'est pour ça que je le rapproche, tu vois, d'une pratique artistique ou d'une pratique d'un sport. C'est qu'en fait, le résultat, c'est ton travail sur toi-même. Mais c'est moins, je pense, c'est moins palpable. En fait, ce que je trouve. Moi, je suis 100% d'accord que tu apprends des trucs. Par contre... C'est moins mesurable, ouais. Ouais, c'est moins mesurable. Et entre guillemets, je trouve ça dommage qu'il faille comprendre que ça t'apprend des trucs pour te dire que ça peut être cool. Tu vois, genre en gros, tu peux pas t'amuser des fois. Mais ça, c'est pas tout le monde. Hein. Je peux pas peindre un truc genre on est dans un monde horrible et tout. Mais il y a des gens, en tout cas, qui captent pas trop des fois que tu puisses juste faire un truc pour t'amuser. Tu vois, par exemple, le comparatif avec le sport, ça marche bien. Mais finalement, le sport, souvent, il y a... C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui s'amusent pas en faisant du sport. C'est vrai. T'as raison. Ouais, puis t'as beaucoup de gens aussi qui disent... Enfin, comment dire? Pourquoi je fais du sport? Pour ma santé ou pour l'esthétique, tu vois. Et c'est pas toujours évident en fait quand tu fais pas le truc de. Et d'ailleurs c'est parce que en général ces gens-là ils sont, tu vois, genre si tu fais du sport, tu vas avoir esthétiquement tu vas être un peu plus stylé, tu vois. En général tu vas avoir l'air plus en forme que potentiellement il y a des gens qui vont se dire ah ouais le sport ça pourrait être pas mal. C'est parce que quand j'écoute de la musique, je trouve ça stylé que je peux me dire ah j'aimerais bien faire de la musique. Et en fait le jeu de rôle avant l'actual play quand j'y pense, bah genre c'était vraiment
vu que tu vois pas ce que c'est, il y a moins, c'est moins un truc enviable en fait, tu vois. C'est difficile de comprendre de l'extérieur qu'est-ce que les gens ils vont chercher là-dedans et tout quoi. Et du coup en fait, ouais, peut-être que c'est pas si dommage et que c'est normal quoi de devoir se dire, réussir à expliquer aux gens que c'est utile pour qu'ils se disent, bah je vais essayer du coup, je sais pas. On est parti trop loin. Je pense qu'il y a, tu sais, je pense qu'il y a aussi il y a une notion de plaisir aussi. Tu sais, quand on parlait du but, typiquement, si tu fais de la musique, bah, ouais, c'est pour faire des concerts, des machins, des tatatis. En fait, je pense que tu peux le prendre dans l'autre sens. C'est-à-dire, moi, typiquement, je sais que la musique, c'est quelque chose que j'essaie de développer, tu vois, et où j'aimerais bien vraiment, bah, professionnellement réussir à en faire quelque chose. Mais en fait, c'est pas dans le sens, j'ai envie de produire, et donc, et donc je pratique. C'est dans l'autre sens, ça me plaît. C'est un truc que je peux faire tous les jours et en étant tout le temps contente. Et du coup, j'ai envie tu vois, de pratiquer. Et en fait, ça devrait être ça, tu vois. Et le jeu de rôle, bah, en vrai, c'est ça. Genre, tu joues parce que c'est un plaisir. C'est un moment où tu vois, où tu développes, enfin, où tu prends du plaisir, quoi. Moi, je me suis jamais dit, putain, je vais faire du jeu de rôle comme ça, je vais devenir plus fort en machin ou un truc, tu vois. Bah après, je pense que tu as des pratiques. Moi, je sais que ça m'arrive sur certaines tables de me dire, waouh, genre, je sais que la séance à venir, ça va être avec des gens qui ont un peu de niveau, tu vois, dans le jeu. Et je vais apprendre plein de trucs et je vais m'améliorer. Du coup, ça m'arrive de venir sur des parties en me disant aujourd'hui, je vais m'améliorer. Et je sais qu'aujourd'hui, je vais m'entraîner, tu vois, je vais gagner en muscles. Et c'est un plaisir, c'est un vrai plaisir aussi. Mais je pense que tu peux aussi avoir des plaisirs différents, donc te développer, juste prendre le plaisir de jouer, de profiter de l'instant, ou venir parce que tu as le plaisir là sur cette partie de te dire je vais jouer avec des gens que j'aime bien et je vais apprendre des trucs ou pas ou quoi ou juste te dire bah cette partie je sais que cette partie là tu vois j'ai particulièrement révisé le système et là en tant que joueuse je vais assurer et je vais vraiment réussir à monter en niveau. Et même en tant que meneur, tu vois, ou meneuse, genre, tu peux arriver sur des parties en disant je vais tester ce truc-là et je vais m'améliorer, ou alors aujourd'hui c'est juste chill et je vais profiter. T'as aussi différents types de plaisirs selon les parties où t'arrives. Ouais, ce qui est marrant, c'est que dans le jeu de rôle, je trouve qu'il y a plus un truc de... C'est drôle que tu dises ça, en vrai. Parce que si je veux m'améliorer en musique, tu vois, ça me semble assez évident ce que je dois faire, tu vois. Enfin, genre, il peut vraiment y avoir quelqu'un qui va... Enfin, après, c'est spécifique à un instrument, machin, truc, à un style, je sais pas quoi. Mais comment expliquer? En fait, en jeu de rôle, j'ai l'impression que tu peux pas vraiment t'améliorer en jeu de rôle. Moi, je comprends pas ce que ça veut dire s'améliorer en jeu de rôle. Par contre, tu peux t'améliorer... Le jeu de rôle, il a un truc un peu étrange, c'est qu'il centralise, il centralise ce que les gens savent faire. Donc après, tu peux apprendre des nouveaux trucs pour pouvoir les faire en jeu de rôle, mais le jeu de rôle en soi, à la limite, ouais, si, peut-être, je sais pas. Je vais reprendre l'exemple. Enfin, ça me fait penser à tout à l'heure quand je disais, c'est marrant quand les gens ils demandent comment gérer la musique et les ambiances sonores en partie, quand lancer une musique, comment préparer de bonnes playlists, etc., etc. Moi, c'est une question que je me pose pas parce que la musique, je trouve que c'est stylé de base, j'en écoute assez naturellement, je la mets dans mon jeu de rôle. Donc le jeu de rôle, il a un côté un peu aussi, on met des trucs en commun, tu vois. Il y a peu de compétences hyper spécifiques au jeu de rôle où tu peux te dire ça c'est vraiment une compétence de jeu de rôle. Le jeu de rôle, c'est genre venez, on essaie de faire un truc. Avec nos imaginaires et nos compétences. Les trucs sur lesquels tu peux t'améliorer, je pense, où on peut se dire, effectivement, c'est assez commun à beaucoup au jeu de rôle en général, c'est improviser, éventuellement l'incarnation, la théâtralisation, aussi savoir exprimer, choisir les bons mots, tu vois, pour être efficace quand tu veux communiquer avec les autres. Ça, pour moi, c'est des trucs liés au jeu de rôle, mais qui sont pas spécifiques au jeu de rôle en même temps, tu vois. Et c'est ça qui est aussi le rend un peu nébuleux, tu vois, je pense. Mais ça, tu l'as aussi dans d'autres domaines, tu vois, typiquement... quand tu veux faire de la musique, si tu entraînes ta dextérité ou si tu entraînes tes improvisations, tu vois, selon comment tu es inspiré, en fait, ça reste des compétences qui sont très différentes, que tu améliores de façon différente, que tu peux travailler séparément et qui en fait peut te servir dans d'autres domaines. Ouais, c'est vrai.
Et du coup, enfin, je pense que peut-être que ce qui est spécifique au jeu de rôle, c'est comment tu lis tout ça entre, je sais pas comment dire, entre soi, tu vois. Comment tu vas réussir à passer la balle tout en gardant du rythme, tout en communiquant correctement, tout en ayant de l'imagination, tout en sachant compter des dés si on a besoin sur ce jeu-là. Et ouais, c'est comment tu mets tout ça en œuvre ensemble et comment tu fais ta cuisine. Et je pense qu'ensuite, le fait que tu sois plus ou moins versé dans un domaine et que tu aies plus ou moins d'apport extérieur, ça fait ta personnalité de joueur ou de meneur et ça te donne ta patte. Ouais, c'est complexe. Il y a des trucs qui sont simples, tu vois. Genre faire un sprint. C'est simple. Non, mais tu vois, genre, c'est sûr, bah voilà, si j'ai un meilleur cardio, je suis plus musclé, j'ai la technique, je vais courir de plus en plus vite, tu vois. Et le jeu de rôle, c'est moins évident. Il y a un côté un peu la galaxie jeu de rôle, quoi. Tu vois, c'est un peu exploratoire aussi, quoi. Bah, surtout qu'en fait, comme tu as aussi beaucoup de façons de pratiquer, nécessairement, les compétences que tu mets en place sur une table vont pas être les mêmes que sur une autre, quoi. Mais Et il y a des façons de jouer que tu vas développer qui, en fait, seront pas du tout appréciées sur une autre table. Ça peut arriver aussi. C'est ça qui fait que on répond, entre guillemets, en même temps à la question de Bounia, je crois, hein. Moi, je trouve que ce qui est passionnant, c'est que tu peux faire une infinité de trucs, tu vois. Et sans trop de barrières techniques. C'est-à-dire qu'en fait, je peux intégrer de manière un peu dilettante plein de trucs que j'aime bien, complètement différents. Là où, par exemple, tu vois, sur du sport ou de la musique, bah, à un moment donné, il va quand même falloir, je sais pas comment dire, que... En fait, il y a un côté... Dans le jeu de rôle, t'as ça aussi, hein. Tu vas être de plus en plus à l'aise, plus tu vas en faire, etc. Tu vas de moins en moins te prendre la tête, tu vas avoir confiance dans le fait. Une fois que tu as eu quelques parties ratées, ça te fait beaucoup moins peur que ta partie elle soit nulle, parce que tu dis, bah au pire, c'est juste une partie nulle. C'est comme tout, tu vois, il y a une sorte de truc de confiance dans la capacité à le faire. Mais par exemple, moi, là, j'ai repris des cours de chant et je fais du sport, tu vois. Bah, le jeu de rôle, c'est l'endroit où je me dis, je peux faire ce que je veux, tu vois. Alors que en chant, si je fais pas les exercices qui me sont demandés, à un moment donné, je vais pas progresser, tu vois. Enfin, je peux chanter pour m'amuser et tout, mais les étapes que je dois suivre sont plus définies. Et en sport, c'est pareil. Je suis pas d'accord avec ça. Hein. Alors, attends. Je finis juste. Oui, tu pourrais. Je vais prendre le sport, par exemple, tu vois. Tu as plein d'exercices différents que tu pourrais faire, etc. Mais tu vas pas commencer à inventer un truc complètement original, tu vois. Je vais pas faire. Alors, je vais faire un exercice qui a jamais été fait. Je vais me suspendre à ma fenêtre, tu vois. Je sais pas. Genre, tu vas quand même un peu plus marcher, suivre une sorte de... J'arrive pas à chaque séance de sport ou à chaque cours de chant en me disant « Ah là, je vais faire tout ce que je veux, tu vois. » En jeu de rôle, il y a un côté comme ça, genre j'arrive, je fais « Putain, la quantité de choses possibles que je peux faire là, maintenant, elle est colossale, tu vois. » Alors, en sport, je suis moins avancée qu'en chant, j'en fais, mais... Du coup, je pourrais pas te dire, tu vois. Pour moi, le sport, c'est vraiment, t'as une méthode et tu t'adaptes tes exercices et tu vois ce qui marche, tu vois ce qui marche pas. Pour moi, en chant, tu peux arriver et te dire, en fait, ouais, je peux apprendre avec des méthodes différentes, je peux m'améliorer, en fait. Même si je fais pas ces exercices, je vais trouver autre chose et je vais m'améliorer sur des choses auxquelles j'aurais pas pensé. Et surtout, après, ça dépend ce que tu cibles et quelle musique tu veux faire. Si tu te mets pas de barrière là-dessus, en fait, tout te sera toujours utile, dans une moindre mesure. Mais c'est toujours mieux d'écouter ses profs. De toute façon, c'est eux qui voient ce dont on a besoin. Mais je pense que c'est juste plus facile, du coup, de trouver des mentors. Tu vois, des gens qui vont pouvoir cibler facilement là où tu veux à peu près aller, là où tu en es à peu près. Et en fait, c'est même plus mesurable, quoi. Et en jeu de rôle, c'est juste beaucoup moins mesurable. C'est ça, moi, le mec... J'arrive, je démarre le jeu de rôle, il me dit tu dois faire ça. Je suis en mode mais pourquoi je peux faire ce que je veux en fait. Si je veux apprendre le scrim, tu vois, je veux pas. Je fais n'importe quoi, le mec il me fait c'est pas ça qu'il faut faire. Je lui dis ah bon et du coup faut faire comment? Tu vois, c'est pas le même. Mais je suis d'accord avec toi. En plus le chant c'est un peu un des moins bons exemples. Parce que le chant, de manière assez dilettante, tu peux t'essayer à plein de chansons, tu vois. Genre, tu peux essayer plein de trucs et tu peux quand même pas mal progresser à l'instinct en chant, je pense, tu vois. Et tu peux explorer. En fait, surtout, tu peux vraiment explorer. Et typiquement, enfin, moi, je fais de la natation, tu vois, en termes de sport. Et je sais que faire du sport m'aide en chant. Parce que, pour le souffle. Même si ça m'entend pas parce que la grippe. mais normalement, j'ai du souffle. Et oui, jeu de rôle, c'est un peu plus complexe. En fait, je pense que, tu sais, quand je réfléchis à comment des trucs très pratiques, tu vois, pour s'améliorer en jeu de rôle, déjà, mon premier réflexe, c'est que je pense à des gens.
Genre, je sais qu'il y a des gens avec qui je joue. Je sais qu'à côté de ces gens-là, je m'améliore. Parce que je trouve qu'ils ont un jeu de ouf. Et du coup, tu vois, j'essaie de les tu sais, mimer, sans ouais. aller jusqu'à les copier, tu vois, juste analyser ce qui me plaît dans ce qu'ils font. Et essayer ensuite, moi, tu vois, de me libérer sur ces trucs-là. Et j'ai un exemple ultra pratique qu'avait fait un MJ sur une campagne d'Anima, où on a commencé la partie en abandonnant toutes nos armes parce que fallait entrer dans un lieu précis, on n'avait pas le droit d'avoir nos armes. Et du coup, juste après ça, évidemment, combat. On règle le combat. Le MJ, en fin de partie, nous dit, bah voilà, je vous ai mis ça parce que comme ça, au moins, ça y est, première séance, c'est réglé. Vous savez comment combattre différemment, sans faire appel forcément à vos armes. Vous savez que vous pouvez utiliser le décor, vous savez que vous pouvez faire appel aux PNJ qui sont là. Et en fait, c'est vraiment, je pense que pour lui, c'était une leçon. En tout cas, il nous l'a présenté comme si c'était vraiment une leçon qu'il voulait nous donner. Et en fait, c'est un truc qui m'a été utile dans toute ma vie de rôliste. Et je sais que maintenant, dès que j'aborde un combat, bah, je l'aborde pas pareil. Je réfléchis vraiment à l'environnement, au PNJ qu'il y a autour. Comment est-ce que je peux résoudre ce combat ou avancer dans ce combat sans uniquement entrer dans le schéma tour de bataille, initiative, qu'est-ce que j'ai comme arme, et je vais réfléchir différemment, tu vois. Mais ouais, en fait, il y a des trucs un peu spécifiques au jeu de rôle. Enfin, ce que tu dis là, c'est un truc un peu spécifique au jeu de rôle, mais j'ai presque l'impression que c'est un truc à désapprendre. Comme justement le jeu de rôle, c'est ultra nébuleux et qu'il y a énormément de possibilités, tes premières expériences vont te faire croire que tu as découvert ce qu'était le jeu de rôle. C'est ça qui est bizarre. C'est-à-dire que si dès ma première partie, je joue et on me dit bon bah voilà, t'es dans cette situation, qu'est-ce que tu fais ? Je vais avoir une approche instinctive de début, et ça tombe, je vais tout de suite utiliser le décor et tout, tu vois. Et en fait, si ça tombe, ce qui fait que j'ai pas utilisé le décor pendant 1 an, c'est que je croyais qu'on était obligé de faire que ce qui était proposé par le MJ, ou que ce que les autres faisaient autour de moi, etc. Donc en fait, il y a vraiment un truc de mimétisme infini et de possibilités infinies qui est quand même, je trouve, assez unique, quoi. Genre, t'es pas limité par la technique dans le jeu de rôle. Jamais. T'es juste limité par ce que t'es capable d'envisager comme possible, tu vois. Du coup, est-ce que finalement, tu vois, ce qui s'apprend et la compétence, tu vois, dans le jeu de rôle qui se muscle, c'est pas ta compétence à accepter tous les possibles. Ouais, peut-être. Peut-être, ouais. à ne pas se bloquer. Et pour aller aussi plus loin dans la réponse sur pourquoi ça plaît, pourquoi c'est un loisir, tu vois, enfin un autre truc auquel je pensais en parallèle, c'est comment le tourner. Moi, je sais que pendant toute une période, j'ai eu une tumeur à la main, donc pas cancérigène, machin, tout va bien, tout va très bien dans ma vie. J'ai pas un tentacule. Mais en fait, voilà. Mais en fait, ça a été quand même un truc assez lourd, tu vois, et qui m'empêchait physiquement de faire des choses et de pouvoir jouer des personnages qui n'avaient pas ce problème-là, qui du coup, eux, étaient vraiment libres de leur corps complètement. C'est aussi quelque chose, je trouve, qui est ultra libérateur et ultra formateur. Et je sais que je me force du coup vraiment maintenant à jouer des personnages qui sont différents de moi, qui peuvent faire des choses, qui peuvent comprendre des choses, appréhender des choses de façon dont moi je l'aurais pas fait. Et ça me permet du coup en tant que joueuse d'aller chercher des choses en fait que moi j'ai pas dans ma vie, tu vois, et que je peux ensuite ramener. Et c'est le coup de Tolkien là dans son bouquin Les Contes de Fées, où il dit la différence entre s'échapper et s'évader. S'échapper, c'est vraiment tu vas dans un autre truc et tu veux t'en aller. Mais en fait, quand tu lis une fiction, quand tu vois, quand tu rentres dans un monde imaginaire, tu t'échappes pas, tu t'évades. Et tu vas aller chercher dans ce monde imaginaire quelque chose de différent, mais que tu pourras ramener avec toi au retour et qui pourra éclairer ensuite ton chemin en tant que toi-même, pas en tant que personnage, en tant que toi-même. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses, du coup, quand tu fais une partie, que tu peux aller chercher, que tu peux explorer, des choses que tu n'as pas forcément dans ta propre vie et que tu aimerais mieux comprendre. En ce moment, je joue un personnage noir, donc je comprends des choses. Je comprends pas mal de choses.
Et je me suis toujours forcée à jouer des personnages qui ont des choses différentes de moi. Et où je veux pouvoir aller explorer cette partie-là pour ensuite, moi, mieux l'appréhender dans ma vraie vie, quoi. Ouais, c'est marrant. Et l'épisode va être long, mais c'est trop bien. Je suis assez d'accord. Tu sais, sur l'évasion, moi, donc la plupart du temps, je suis MJ. Et là, en ce moment, je suis un peu plus joueur. Je me rends compte que souvent, mes personnages, ils sont un peu pareils. Mais c'est pas moi du tout, par contre. Tu vois, genre, souvent on dit il faut pas se jouer soi, je sais pas quoi. Enfin, de toute façon, à partir du moment où c'est il faut machin, bon. Moi, j'ai l'impression, peu importe le personnage que je vais créer, je vais finir par ressembler à mon personnage de toutes les campagnes, mais qui n'est pas moi, tu vois. Parce que genre moi, je pense, je cherche une évasion dans un personnage spécifique. Tu sais, je fais pas vraiment l'exercice de me dire, mais qu'est-ce que ça doit être d'être machin. Tu vois, il y a pas le côté expérimental. De me mettre complètement à chaque fois dans un nouveau personnage complètement différent, et je vis pas mal le fait d'avoir un peu le même, mon PJ c'est un peu le même, tu vois. Enfin j'ai des variantes, tu vois. Quand la partie elle est complètement débile et loufoque, je fais un personnage complètement con et je fais n'importe quoi, mais quand il s'agit d'être en mode un peu c'est sérieux là on joue, et ben, il y a quand même un socle, en général, un truc que je retrouve dans tous les PJ que je fais, alors qu'à la base, je les ai pas créés pour être le même, tu vois. Mais c'est pas moi non plus. De toute façon, à partir du moment où tu joues aussi en tant que joueur pour faire ce qui te plaît et que t'adaptes ton personnage derrière, je pense que c'est raté. Tes personnages finiront toujours par un minimum se ressembler, tu vois. Genre, moi, c'est le cas aussi. Enfin, mes personnages, au bout d'un moment, font quand même, je pense, des choix que moi je ferais, et c'est complètement ok, mais il y a cet échange. J'ai typiquement toujours ce personnage de Knight là, c'est un personnage qui a perdu sa fille, qui a été pris par des créatures, et pour moi tout le trope, c'est la ligne rouge de ce personnage en termes de caractère. Ce que ça donnait, c'est elle n'en veut pas aux créatures. Elle n'a pas de désir de vengeance, elle a un désir de compréhension. Et en parallèle, c'est une période où moi j'ai eu des soucis avec mon ancienne entreprise, où je suis allée au prud'homme, tu vois, c'était un truc un peu intense, quoi, tu vois, dans la vie. Et je pense qu'en fait, ce personnage m'a beaucoup influencée sur en fait, t'es dans une situation où tu n'es pas dans de la haine, t'es pas dans j'en veux aux personnes, tu es juste je suis en quête de compréhension de ce qui s'est passé et de mieux saisir en fait tous les éléments. Et je pense que du coup ce personnage m'a nourri de cette façon, et moi ensuite de ma propre expérience de vie, j'ai pu nourrir le personnage pour amener les conséquences de ce truc-là. Et il y a eu un vrai échange qui s'est passé entre les deux. Et ça, je trouve que c'est magnifique, parce que du coup, c'est un personnage qui ne me ressemble pas du tout, mais qui a pris de mes propres expériences, et où moi, j'ai pris de ses propres expériences aussi. Et je pense que ça nous a renforcé toutes les deux, mon personnage et moi. D'ailleurs, c'est un peu le truc qui fait parfois flipper les gens, parce que je pense que presque, des fois, on veut... tu sais, des fois, on dit... Je peux tracer une ligne très précise entre moi et mon personnage, mais c'est pas toujours aussi évident que ça. Par exemple, moi, je pense que tous mes personnages que je joue sérieusement, pas les personnages goofy. En fait, il y a des personnages, je les joue comme des PNJ, même quand je suis PJ, parce que c'est un contexte genre où j'ai un énorme recul sur la partie. Par exemple, si tu me fais jouer un truc où on dit venez, on est tous des pirates avec des super pouvoirs dans un monde débile, ou bien on joue une telenovela, tu vois, je pense que je vais pas du tout me mettre dans le personnage. Je vais faire bouger... Sur un one-shot, c'est plus simple aussi, ouais. C'est ça. Là où tu me dis par contre, ok, on va jouer dans un univers et tout, pendant 10 sessions, on sait pas trop où on va, mais on essaie de jouer ça sérieux, quoi, un peu. Je vais faire un personnage qui a une zone de vide. Je vais venir le combler, comme je racontais plus tôt, avec un peu les trucs que je vois que le MJ propose dans son univers, où je me dis ah, ça c'est stylé et tout. J'ai envie que mon personnage il aille là. Donc là, je me laisse un peu guider par mes envies. Mais en fait, entre guillemets, c'est une expression d'une sorte de forme de courage que t'aurais pas dans la vraie vie, tu vois. C'est-à-dire que bon, dans la vraie vie, il y a pas de monstre. Nous, on n'est pas en guerre ou je sais pas quoi, tu vois. Bon, souvent dans les univers de jeux de rôle, c'est un peu plus violent, il se passe des trucs terribles et tout. Et en fait, ça te permet, à travers quelqu'un d'autre, d'aller au bout un peu de te tester, quoi. Tu vois, je sais pas comment expliquer. Non, mais oui, je vois tout à fait. Ça me fait penser ce que tu dis aux films d'horreur. Ouais. T'as des gens qui détestent les films d'horreur parce que ça fait peur et machin. Et t'as des gens qui, en fait, dans les films d'horreur, vont chercher ce truc de mais en fait, jusqu'où je peux aller, tu vois.
sur la peur et qu'est-ce que ça... En fait, ça va me renforcer d'une certaine façon. Je peux tester la peur tout en restant en toute sécurité. Et il y a ce truc-là, je pense, dans le jeu de rôle, je peux tester plein de trucs dangereux, mais en fait en restant en sécurité chez moi. Yep, il y a un truc de... Tout est possible. Je suis en train de réfléchir par rapport aux jeux vidéo, par exemple. Là, dans le jeu vidéo, je peux pas avoir cet effet-là, parce que je sais que toutes les actions que j'entreprends, elles sont prévues. Dans quasiment tous les jeux vidéo. Il y a des jeux vidéo qui permettent, qui explorent un peu des voies différentes. Là où dans le jeu de rôle, en fait... Genre par exemple, si je joue, tu vois, il y a Geralt de Rive, tu vois, j'aime bien The Witcher. Geralt de Rive, dans The Witcher, quand je vais aller combattre le monstre, en fait, c'était écrit que je vais combattre le monstre. Donc j'ai pas ce sentiment de, ouah, je suis allé combattre le monstre, tu vois. Je suis en mode, ah, l'histoire, elle est stylée. Ce que je regarde là, ou alors, oula, c'est difficile, sur un jeu qui est difficile, je me suis surpassé parce que c'était technique, tu vois, par exemple. Là où, dans le jeu de rôle, le fait que ce soit toi qui aies choisi, et c'est pour ça que moi je suis vachement attaché au fait que la liberté, pas absolue, mais le sentiment de liberté, il doit être très fort en jeu de rôle pour qu'au moment où je fais le choix, j'ai vraiment l'impression que c'est moi qui l'ai fait, quoi. Et du coup, il est hyper important. Si j'ai l'impression que je joue le jeu de ce qui a été prévu, ça m'apporte pas le même effet, tu vois. Et voilà, j'arrive pas à m'exprimer. Mais non, si, c'est assez clair. Non, mais oui, j'essaie de le rattacher à tout le reste. Mais le jeu vidéo, bah, est forcément plus fermé, tu vois, effectivement. Enfin, tu peux pas tester. Tu peux pas aller tester autant de choses. Tu peux forcément aussi moins projeter de choses de toi. Après, encore une fois, ça dépend des profils de joueurs, tu vois. T'as des gens qui aiment pas du tout mettre d'eux-mêmes dans des personnages et qui aiment pas que les personnages les influencent. Donc ça dépend aussi ce que tu recherches. Pour moi, tout ça, c'était des expériences incroyables parce que j'aime le bleed, j'aime les transfusions de la partie dans ma vie et inversement dans une certaine mesure. Mais je pense qu'en vrai, ça plaît pas non plus à tout le monde. Ça me fait penser aussi toutes ces histoires. Je ne sais pas si c'est vrai, mais j'ai entendu un jour que quand on commence à sculpter, on se sculpte toujours soi-même. Ah ouais. Tu sais, les premiers essais, involontairement, on se fait toujours un peu soi-même. Et c'est avec le fil du temps que t'apprends à faire des visages qui te ressemblent moins. Ah putain, faut pas que j'aille regarder des trucs en pâte à modeler que j'ai fait. Hein. Des versions complètement pourries de soi-même, les premières. Là, tu fais, ah ouais, c'est juste une boule. Mais ok, je connaissais pas ce théorème. Et même si t'as un modèle et tout. J'ai vu ça. Hein. Honnêtement, je ne sais pas où j'ai vu ça. Et je suis une dessinatrice atroce, donc je ne sais pas. Je pense qu'en dessin, ça doit être un peu pareil si on suit la même chose. Ah ouais, mais du coup, tu sais, je pense que ça peut s'appliquer en jeu de rôle. Genre, peut-être que si tu débutes, tu vas faire des personnages plus proches de toi, et petit à petit, tu vas apprendre à aller vers d'autres choses, quoi. Ouais, je sais pas. Moi, j'en sais pas. Je ne sais pas si c'est un vrai truc ou pas. Je sais pas, je le vois pas d'une manière aussi linéaire parce que tu vois, par exemple, t'as des gens très tôt, leur première arrivée, ça va justement être le truc. Eux, ce qu'ils apportent, c'est une sorte de background littéraire ou alors on leur a dit qu'il fallait écrire un méga background, etc., etc. Alors, en fait, pour moi, il n'y a pas de parcours type. Genre, tu peux arriver, on te dit, vas-y, fais un background de fou et tout, et te rendre compte que t'aimes pas ça, tu vois. Et donc, du coup, tu vas refaire des personnages plus simples et probablement plus injecter de toi dedans, vu que tu t'es moins contraint en amont. Et après, t'as des gens juste, eux, ils adorent, ils créent, ils ont peut-être une sorte de position plus d'acteur, je sais pas. Ah, c'est bizarre. Parce qu'en même temps, quand t'écris ton background, t'as plus une position d'auteur, quoi. T'es en train de créer, extérieur à toi, un personnage que tu comptes interpréter ensuite. Voilà, c'est trop compliqué. Je sais pas honnêtement. Mais c'est ça qui est stylé dans le jeu de rôle en fait. C'est que tu peux essayer 1 milliard de trucs. Et le coût d'entrée est vraiment pas... Alors il y a peut-être des gens qui ont beaucoup de mal en arrivant, peut-être des profils, peut-être il y a des gens pour qui c'est plus difficile, mais t'as pas une grosse barrière technique à l'arrivée quoi. Tu sais, surtout il y a des gens où pour entrer quand même dans le jeu de rôle, faut l'entourage, tu vois, qui a déjà joué, qui peut-être ouais. Ou juste que tu en aies entendu parler. Je pense qu'il y a quand même une barrière d'entrée en fait, juste de faut que t'aies entendu parler du hobby et que t'aies eu envie d'essayer et que t'aies des gens avec qui essayer. Quoique maintenant en vrai, avec justement toutes les communautés en ligne, tout ça, c'est beaucoup plus facile de trouver des parties. Donc cette barrière est quand même moins grande. Mais ouais, en fait, il y a une. Ouais, sinon. C'est difficile potentiellement d'accès, en fait, de savoir que c'est possible, mais une fois et d'oser peut-être.
Mais en fait, une fois que tu as commencé, bah c'est bon. Là où c'est pour ça, je reboucle. Il faut un moment que l'épisode s'arrête. Hein. Mais tu vois que je trouvais que sur certains sports ou certains autres trucs, c'est pas ça quoi. Genre par exemple, si je veux faire, j'en sais rien moi, de la gymnastique, j'ai intérêt à avoir des bonnes bases avant de pouvoir commencer à faire le moindre truc un peu technique quoi. Ou par exemple, tu sais, si je veux me lancer dans un instrument par rapport au chant, Déjà, faut que tu achètes l'instrument. La learning curve, elle va être assez raide quoi sur certains trucs. Le jeu de rôle. Et ça dépend. Après, ça dépend des jeux, tout comme ça dépend des instruments, tu vois. Mais c'est vrai que t'as des trucs. Tu veux faire de l'équitation, si tu l'as décidé, t'as intérêt à t'y tenir, tu vois, parce que ça va te coûter cher en temps, en argent, en prendre soin d'un cheval, quoi. C'est chaud d'aller capturer un cheval, tu vois, genre c'est plus trop l'époque, quoi. Un cheval sauvage. Mais ouais, alors que c'est vrai que le jeu de rôle, en fait, une fois que en fait, tu peux tester. Tu peux facilement tester, revenir en arrière si ça te plaît pas, approfondir si ça te plaît, analyser ce qui te plaît, aller chercher d'autres types de jeux. Et je pense qu'en vrai, il y a aussi ce truc-là que même si un jeu te plaît pas, même si une partie ne te plaît pas, le reste du loisir peut quand même te plaire. Et tu peux aller trouver d'autres façons de prendre du plaisir dans cette pratique. Ouais. On n'aura pas trop parlé de système. Ça m'intéressait parce que avant qu'on ait lancé l'enregistrement, tu disais mine de rien, je me rends compte que les campagnes que j'ai kiffées, il y avait quand même un système spécifique à la campagne, etc., etc. Mais peut-être un autre épisode parce que là, ça fait 1h50. Je pense que c'est déjà un des épisodes le plus long. La vache. Donc, je te propose qu'on s'arrête là. Est-ce que tu voulais ajouter un petit truc aussi, ouais. Non, bah, pas particulièrement, mais merci de m'avoir invité. Bah merci à toi, c'était très très cool. J'espère que l'épisode vous aura plu. Ne posez plus de questions s'il vous plaît. La liste est encore beaucoup trop grande. Il faut vider la liste des questions avant que vous reposiez les questions. Donc si vous posez des questions, sachez que je les supprime. Merci Beno, pour ta participation, c'était très très cool. Et à très bientôt tout le monde sur le Bon MJ.